Le ciel noircit, les nuages dérivent, le tonnerre rugit. Les filles hurlent comme à 15 ans. Les guitares brûlent comme des torches dans la nuit, zébrées d'éclairs. Et Harold Poupeau monte sur scène. Et son rythme est un appel au carnage, une incitation à la fugue, une fringale de paroxysme. Autant de sons de Harold, autant d'égéries dégustées, effleurées ou rêvées. Autant d'ambitions déçues, d'exaltations qui tournent court. Autant de pages blanches pour écrire de nouveaux poèmes sur la trace des anciens. Alors Malraux disait que la musique c'est du bruit qui pense, mais c'est n'importe quoi. C'est pas du bruit et ça ne pense à rien. La musique c'est de la magie qui pleure. Alors il est tendre et brutal, il est candide et cynique. Il est triste comme le blues et il est gai comme le rock. Harold Poupeau, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux utiliser ta citation pour mon Wikipédia? Oui, tout à fait. Merci. Avec des droits d'auteur. Oui, je cite. Il n'y a pas de problème. Pour cet entretien pour Playboy... Oui, c'est mieux. Pour cet entretien dans Playboy, nous recevons aussi Jules Maton, Bonjour. qui est un brillant compositeur de musique classique. C'est plutôt lui qui nous reçoit en l'occurrence. Oui, on reçoit, voilà. Voilà. Bienvenue chez moi, mon pote. Ça fait plaisir. Ça fait comme chez... Serre-toi. Hein. Et Gilles Maton est un compositeur de musique classique, et également écrivain, qui a sorti Gaspard aux éditions Léo Cher. Et nous voulions, pour ce nouveau format d'émission, faire une rencontre entre finalement le rock et le classique, une rockstar et un écrivain confidentiel, deux mondes. Je suis écrivain aussi. Ah oui. Oui, vous avez sorti vos mémoires, c'est un peu... Oui, c'est pas vraiment être écrivain. Enfin, ça dépend où commence le rôle d'un écrivain ou pas. Est-ce que bon... Pourquoi ça n'a pas été écrit? Non, si, ça a été écrit, mais je veux dire, est-ce que le fait d'écrire un livre fait de toi un écrivain? Moi, je me revendique pas écrivain. J'ai juste effectivement, avec quelqu'un, collaboré et essayé de mettre sur papier mes souvenirs. Ça m'a fait un peu comme si j'avais fait de psychanalyse ou tu vois, je suis remonté dans le... Mais ça m'a fait beaucoup de bien de faire ce bouquin. Mais c'est pas, je considère pas avoir fait un travail d'écrivain comme toi, tu as pu le faire. On est vraiment seul avec la page blanche. On était deux pour écrire ce bouquin. Et puis, c'est les scènes qu'il y a dans ce livre avaient déjà été vécues. Donc, il suffisait juste de s'en rappeler. Je n'ai pas eu à les... Enfin, j'en ai inventé quelques-unes. Mais j'imagine qu'il y a un travail de là. Je t'avoue, j'ai pas regardé ton bouquin de mémoire. On dit comme tu l'aurais dit, ouais. Mon autobiographie. Mais j'imagine qu'il y a un travail de la langue avec l'habitude que tu as. Alors, ce qui était compliqué, c'était effectivement... c'était de comment retranscrire en mots un langage parlé qui peut être le mien. Vous allez vous en rendre compte, je pense, pendant cette interview, que il y a une, comment dire, est-ce que c'est le terme gouaille ou je sais pas quoi, mais si tu veux, il y a des mots, moi, depuis que je suis môme, tu vois, j'utilise beaucoup de termes d'argot, de verlan et tout ça. Écrit, c'est toujours un peu moche. Donc, si on avait tout rendu trop poli et trop clean, ça ne marchait pas. Donc, où est-ce qu'on met le curseur entre un langage parlé un peu... tu vois... C'est un gros travail de trouver l'entre-deux. Ouais, exactement. Et le mec avec qui j'ai bossé sur ce bouquin, là, Frédéric Béguin, a été vraiment très fort là-dessus. C'est-à-dire que en lisant le livre, je m'entendais parler, j'étais genre, waouh, c'est cool, je parle bien. Alors que je lui avais dit, pour ça, le cum, il m'a dit, la tombée à 22h, il faut y aller, tu vois. Et donc, voilà, donc c'était... Et alors, j'ai l'impression que quand on vous écoute, on a l'impression que le rock, c'est avant tout une musique de gamin. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a un truc T'as aussi... pas besoin de t'expliquer, t'as entièrement raison. C'est d'abord la révolte de la jeunesse, mais on a l'impression que c'est aussi des mecs qui ont voulu rester gamins jusqu'au bout. C'est-à-dire, normalement, après, on grandit, on devient chiant, sérieux, en tout cas, on se... Et le rocker est peut-être le mec qui, au fond, reste gamin toute sa vie. Et quand vous parlez notamment de Johnny, on a l'impression, mais même au bout, avec son professionnalisme et tout, ça reste un gamin. Alors, est-ce que... j'ai envie de question très conne, mais vous allez dire comment ça a commencé, c'est-à-dire comment le rock est entré dans votre vie. Tu as entièrement raison, c'est-à-dire qu'effectivement le rock, pour moi et je pense pour tout le monde, c'est une étincelle adolescente qui tout d'un coup fait que tu as été piqué par je sais pas, tu as reçu un virus ou un truc qui fait que ça va être ta vie. Voilà. Et donc effectivement, et toute ta vie, elle est, comment dire,
axé autour de cet instant quand tu as entre, je sais pas, peut-être 14 et 17 ans, et où tu as découvert, pour moi, Elvis Presley, pour d'autres, les Libertines, pour d'autres, je sais pas quoi, les Beatles ou les Stones, tu vois, et que effectivement, toute ta vie est d'essayer de rester dans cette espèce d'espace-temps qui t'est arrivé quand tu as eu effectivement cette période adolescente. Et donc, tu vas tout faire pour rester effectivement là-dedans, parce que c'est, comment dire, c'est là que tu te sens bien, c'est là que tu sens que tu peux créer, c'est là que tu prends ton pied, c'est là que tu t'amuses. Et donc oui, effectivement, c'est vrai que, bon, alors moi, ça a débarqué avec effectivement Elvis Presley quand j'étais môme à la télé, tu vois. J'ai eu la chance de grandir quand même dans un milieu où il y avait beaucoup de musique à la maison. Il y avait du rock, mais c'était un rock plus... Peut-être notre mère, Melville et moi, écoutait du rock peut-être un peu plus adulte. C'est-à-dire qu'elle écoutait Bob Dylan, elle écoutait Neil Young, elle écoutait Cat Stevens, elle écoutait des trucs comme ça. Et c'est effectivement cette rage adolescente qu'incarnait mieux que tout le monde Elvis Presley ou les rockers originaux, c'est-à-dire Eddie Cochran, tout ça. Il y a effectivement, moi, quand je suis tombé là-dessus, ça m'a bouleversé, j'ai mis les doigts dans la prise un peu, et voilà. Donc tout le but du jeu, c'est maintenant de continuer comment dire, à maintenir la rage et à vivre ça, quoi. Et est-ce que aussi, bon, maintenant vous êtes connu, enfin, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque de s'embourgeoiser? Est-ce que finalement le rocker à un moment qui a du succès, qui a de l'argent là, est-ce qu'il peut pas un jour devenir, parce qu'il y a des contrats, il y a des producteurs, des trucs, des attachés de presse, il y a tout un monde très sérieux, est-ce qu'il y a des rockers qui sont embourgeoisés? Alors, il y en a évidemment qui se sont embourgeoisés. Après, en ce qui me concerne, et puis, je veux dire, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire gagner de l'argent. Moi, en ce qui me concerne, j'ai pas une thune. C'est-à-dire que il y a des moments ça a très bien marché dans ma carrière, j'ai gagné de l'argent, il y a des moments j'ai tout dépensé, après j'ai regagné de l'argent, après j'ai... Le bourgeoisement, ça n'a rien à voir avec la thune. La réalité d'un musicien de rock'n'roll, c'est de monter avec ses potes dans une camionnette, de faire 500 bornes, de jouer dans un club devant 200 personnes en sueur, de dormir dans un hôtel miteux et de refaire 500 bornes dans l'autre sens pour aller refaire la même chose ailleurs. Le fait de jouer comme effectivement, avec la chance que j'ai eue de travailler avec Johnny, de jouer au Stade de France, de jouer dans des trucs à Bercy ou machin, c'est des accidents dans la carrière d'un musicien de rock'n'roll. C'est-à-dire que c'est pas la normalité. La normalité de la vie d'un musicien de rock'n'roll, c'est ça, c'est de monter dans la camionnette et de faire 500 bornes. Ce que je vais faire demain, on va jouer à côté de Caen, et puis après on va à côté de Poitiers, et demain on va faire 600 bornes, enfin tu vois, je sais pas combien. Et voilà. Donc effectivement, de temps en temps, il y a ce truc. Et il y a peut-être effectivement des musiciens de rock qui se sont embourgeoisés, mais c'est-à-dire qu'ils ont... Keith Richards, est-ce que tu peux te dire le mec il est milliardaire, tu vois, mais est-ce qu'il est embourgeoisé? Je ne sais pas. L'argent, ça n'a rien à voir avec l'embourgeoisement. Oui, mais à ce moment-là, non, mais alors je pense que... C'est pas ce que je voulais dire. Si on comment dire... Non, le rock'n'roll embourgeoisé, enfin, je sais pas, peut-être, dommage. Et ce qui est fou, c'est que quand tu rencontres Johnny, il te dit... Mais putain, t'as eu un groupe, moi j'aurais toujours rêvé avoir un groupe. C'est ça ce qui est drôle. Le mec, il aurait rêvé avoir les FFF, quoi. Bah, oui, c'est-à-dire que ça rejoint ce que je te disais. Il y a un truc effectivement dans le rock'n'roll où quand tu vois... on en parlait, tu vois, les Stones, les Beatles, les Zeppelin, t'es sur scène et puis tu regardes le batteur, il est dément, et puis tout d'un coup tu regardes le bassiste ou l'autre guitariste et le chanteur. Enfin, si tu veux, t'as une attention qui est captée par 4, 5, 3 ou 6 mecs qui n'en forment qu'un, en fait. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une osmose qui se crée, musicale évidemment avant tout, mais aussi peut-être visuelle au niveau du mélange des énergies de chacun, comment dire, cette espèce de tambouille, comme c'est un peu comme c'est une recette de cuisine. C'était une souffrance d'ailleurs, je crois, chez Johnny, de ne pas faire partie d'un groupe, d'avoir une sorte de rockstar, Ben, et de ne pas avoir vécu cette alchimie.
Écoute, oui, c'était ça. Effectivement, il avait ce fantasme qu'il a toujours réussi d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, il a été entouré quand même, mine de rien, de musiciens qui venaient de groupes. Oui, il avait ce truc du jour, il n'avait pas du tout envie d'être le chanteur devant, comme d'autres, hein, et avec un orchestre derrière. Lui, il avait envie que tout le monde lui vienne devant, aille au charbon, aille au combat, tu vois, sur scène. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est souvent entouré de musiciens qui venaient de groupes. Un des guitaristes qui m'a précédé, moi, dans la carrière de Johnny, c'était Nono, le guitariste de Trust. Il avait fait Trust, il a fait Johnny, et puis après, il n'a rien fait. Enfin, tu vois, il y a deux sortes de... Moi, je suis un musicien de groupe, ou je suis un musicien, voilà, limite solo, mais je ne suis pas un musicien de studio, je ne suis pas un accompagnateur. Moi, j'ai des potes qui sont des musiciens extraordinaires. Ils ont bossé avec Johnny, et puis après ils sont partis en tournée avec Benjamin Biolay, et puis après ils ont fait Gaëtan Roussel, et puis après ils ont fait un tel, et puis un tel et un tel. C'est des mecs qui sont sur un marché, sur un truc comme ça. Moi, c'est pas mon cas. À la limite, pourquoi pas? Déjà, on me le propose pas, tu vois. Et puis, est-ce que j'aurais envie... Je sais pas, moi je pense... Peut-être je prends trop de place, ou j'ai envie trop d'exister. Tu vois, dire que si je monte sur scène, c'est pas pour... Si je pense que je serais malheureux faire une tournée où on me dit, bon, tu restes derrière, tu joues les accords, et puis... tu vois, moi j'ai envie d'être devant, moi j'ai envie de piquer la vedette au mec, là. Et c'est pour ça qu'on s'entendait bien avec Johnny, c'est parce que justement, le premier concert que j'ai fait avec lui, j'ai fait un peu comme si c'était un concert d'FFF. C'est-à-dire que je suis arrivé, je suis monté sur scène, j'ai mis les pieds sur le retour, j'ai fait waouh. Et alors, les techniciens, les mecs qui étaient derrière, me disent après le concert, putain quand même, mec, fais gaffe. Mets-toi peut-être un peu plus en retrait et tout, ce qui fait que le lendemain, moi, je vais le voir dans la loge, je lui dis putain, je suis désolé hier, mec, j'étais tellement content d'être là, je me suis pété un peu trop ce soir, je vais être plus tranquille. Il me dit mais t'es fou, au contraire, mec, vas-y, donne encore plus, vas-y encore plus. Et tu vois, et bon, tout le but du jeu, c'était d'essayer de lui piquer la vedette. Ouais. Du boulot, hein, quand on bosse avec Johnny Hallyday. T'as un peu réussi, parfois. Pour les voler Ah ouais. Merci. Non, il y a du taf. Il y a du taf. Mais oui, enfin, en tout cas, c'est ça. Le but du jeu, c'était de comment dire, de réussir à exister, quoi. De pas être transparent. C'est drôle, ça me rappelle une anecdote. Je raconte dans 5 secondes. Ma plus proche amie, qui est Nicoletta, avait fait la première partie de Johnny. Et elle m'expliquait, putain, en première partie de Johnny, tout le monde attend Johnny. Tout le monde s'en fout de Nicoletta. Et les gens hurlaient toute la chanson. Hurler Johnny, Johnny, les gens se déchaînaient, jetaient des trucs quand on va la voir. Et il y avait ce truc aussi, mais ce qu'on m'a toujours dit de Johnny, je vais te demander de confirmer ou pas, c'est que c'était fondamentalement, vous allez dire une banalité, un mec généreux, mais c'est-à-dire c'est fondamentalement, c'était pas la star qui voulait te ramener, c'était fondamentalement quand même un mec de groupe, tu vois. Fondamentalement quand même un mec qui avait ses potes, qui adorait l'ambiance après les concerts, qui avait un côté vraiment rocker, vraiment beaucoup plus que des stars qui voilà. Ah ben oui, je confirme. C'est-à-dire que par exemple quand on était en tournée ensemble, la plupart donc bon, un des grands trucs de Johnny, c'était que pour faire du rock, il faut avoir faim. Donc il mangeait pas avant les concerts. Donc le concept c'était d'aller dîner après. Et c'est vrai que la plupart des musiciens qui nous accompagnaient quand on était sur la route ensemble étaient des mecs, mine de rien, aujourd'hui, un peu plus sages, un peu plus calmes, qui, effectivement, après le concert, préfèrent rentrer à l'hôtel et se reposer. Donc, pour aller bouffer, on était 2 ou 3, quoi, à chaque fois, tu vois. Et il était là, mais qu'est-ce qu'ils foutent, les autres, là? Putain, c'est vraiment... Dans les années 70, on allait au resto, on cassait tout, on faisait la fête, on se couchait à 7h du mat, on défonçait les chambres d'hôtel et tout. Qu'est-ce qu'ils font, ces ringards nazes, là? Voilà, donc, effectivement, il avait cette envie de Alors, c'était un mec de groupe, c'était un mec de bande aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, il y avait ce côté bande, un peu gang, où on s'engraine les uns les autres pour faire des conneries, quoi. Très fidèle en amitié. Alors, très fidèle en amitié. Plus qu'en amour. Alors, moi, ça m'est jamais arrivé, mais je pense aussi très rancunier. Ah ouais? Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'avaient, entre guillemets, trahi, qui n'avaient pas été corrects avec lui, qui avaient machin, et ceux-là, hop, rayés. Alors, peut-être rabiboché une vingtaine d'années plus tard, mais... assez radical aussi de temps en temps, mais bon, je comprends, effectivement, il y a tellement de gens autour de lui qui l'ont, comment dire, phagocyté, et qui ont essayé de s'en servir pour arriver, que ce soit, lui, je sais pas quoi, lui piquer de l'oseille, ou tu vois, bon...
Bah, je pense que c'est pour ça qu'il m'a engagé, oui, parce qu'il m'a engagé, parce qu'il avait envie de revenir vers un truc qui lui procurait des sensations un peu plus, comment dire, organiques et moins cadrées que certaines des tournées qu'il a pu faire avant, qui étaient très très bien. Il a travaillé longtemps avec d'autres directeurs musicaux, des directeurs musicaux, des directeurs musicales, des directeurs musicaux. Tu vois, et donc effectivement, moi je sais que j'en ai rencontré des mecs super, c'était vachement bien, mais c'était plus écrit la musique, c'est-à-dire que chaque chanson avait un petit peu son tempo précis, et puis une structure machin, il y avait pas mal, il y a des bandes derrière, et les arrangements étaient plus précis. Moi quand j'ai commencé à bosser avec lui, j'ai effectivement je l'ai pris à la lettre en lui disant voilà on va faire un groupe, et donc du coup même les autres musiciens, je leur ai dit bon bah les gars la chanson c'est ça, comment toi tu veux la jouer en tant que batteur, comment est-ce que toi tu vas interpréter cette chanson. Il me dit, oui, mais c'est toi, à toi de me dire ce que tu veux que je joue. Je lui dis, mais non, c'est toi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ta personnalité. Enfin, mais toi, tes tripes dans le truc, tu vois, et puis toi aussi au clavier, machin. Je suis pas là. Moi, je suis là pour... Alors, si ça me plaît pas, je te le dirai. Mais le but du jeu, c'est que tout le monde, ce qu'on disait il y a 5 minutes sur ce qu'est un groupe de rock, c'est que tout le monde y mette le plus de son intention, de sa personnalité, de comment lui, il a envie d'interpréter la chanson, plutôt que de lire une partition, ce qui est peut-être un truc différent, justement, quand tu travailles avec un orchestre classique, où effectivement tout le monde est quand même plus attaché à une partition et tout ça, mais je pense que aussi... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il y a de grands solistes de la musique classique et d'autres qui le sont moins bien. C'est parce que à partir de cette partition, ils l'interprètent et ils mettent leur âme et leur trip dedans. Et moi, c'est ça qui m'intéressait chez les musiciens et dans comment dire, la création des arrangements, des tournées qu'on a fait ensemble. Et donc oui, effectivement, ça allait plus vers un truc plus rock, plus bordélique et plus façon, organique. De toute façon, dès que les choses sont un peu trop encadrées ou un peu trop, ou peut-être ont un peu trop de succès, il y a un lissage naturel qui se fait, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, je t'ai donc beaucoup écouté ces derniers jours, et la chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait, à chaque fois, que ce soit dans FFF ou dans tes albums solo, quelque chose de rugueux, tu vois, de sale. Et je voulais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu considères parce que du coup j'ai écouté aussi pas mal de rock français ces derniers jours, des choses comme Noir Désir, Rita Mitsukosa. Est-ce que tu considères que le rock français a une spécificité, tu vois, du rugueux par rapport à un rock américain qui serait beaucoup plus travaillé, beaucoup plus... Enfin, travaillé, c'est pas Écoute, le terme. non, je pense pas que ce soit lié, parce qu'il y a du rock américain qui est rugueux aussi. Enfin, je veux dire, le rock, entre guillemets, c'est une attitude, c'est un prisme, plus qu'un genre de musique. Il y a des groupes qui sont des groupes de rock que moi je trouve pas rock une seconde. Alors qu'il y a des mecs qui peuvent faire, je sais pas, de la musique, des mecs au Nigeria ou des mecs qui font même du rap, qui sont, pour moi, je trouve, beaucoup plus rock que des groupes estampillés, groupes de rock. Il y a du rap dans FFF d'ailleurs. Hein, oui, oui. Il y a toute une veine en ce moment de groupes de rock, de mecs, même assez jeunes, qui refont exactement la même musique, en tout cas le même son, un peu que si on était en 1972, 73 et tout. Alors bon, c'est très bien, ils le font bien et tout, pourquoi pas. Mais moi, ça m'emmerde. C'est ce que je veux dire. Quand Jimi Hendrix a débarqué, c'était la musique du futur. C'était un truc nouveau. Led Zeppelin, c'était un truc que les gens n'avaient jamais entendu, un truc comme ça. Les Who, waouh. Alors, est-ce que là, j'ai un peu des fois l'impression que le rock, il est dans le formol. Ah ouais. Tu vois, et que on parlait de musique classique, tu vois ce que je veux dire, qu'il est lui aussi en train de devenir une espèce de musique classique, sûr, un peu, voilà, et qu'on s'en fout un peu. Et ils sont où les punks? Tu vois ce que je veux dire? Là, si tu veux, des mômes de 20 piges avec des bandeaux à fleurs dans les cheveux et qui font du Led Zepp ou du machin. Alors c'est cool, hein, franchement, il n'y a pas de problème, et tant mieux, et je suis ravi. Mais ça manque un peu d'authenticité. Moi, ça me fait moins bander que... je t'entendais parler de Feu Chatterton dans mon interview. Feu Chatterton, voilà. Alors Feu Chatterton, par exemple, moi je trouve que c'est très intéressant parce que déjà le mec a une plume incroyable, il écrit très très bien et c'est nouveau. Il y a un feeling nouveau, son interprétation, la manière dont il joue les chansons et tout.
Voilà, c'est super. C'est en français complètement décomplexé. Et moi, je trouve ça hyper intéressant, Feu Chatterton, par rapport à d'autres groupes. Bon, et encore une fois, je ne suis pas là pour juger. Ils font des trucs solides, mais moins authentiques, qui ne font que répéter. Alors, la première chanson que tu apprends, que tu connais, c'est Oh Carol, qui est une chanson de Johnny. Non, qui est une chanson de Chuck Berry, mec. Chuck Berry, oui, c'est ça, mais c'est une adaptation. Moi, je connaissais surtout la version de Chuck Berry quand j'étais Ah oui, avant même que Johnny l'adapte. Ah non, je suis pas si vieux. Oui, c'est ça, oui. Mais quand tu l'as apprise, quand tu étais jeune, c'était Johnny ou Chuck Berry? Chuck Berry. Chuck Berry, ah oui, d'accord. Et après, je me suis rendu compte qu'effectivement, Johnny l'avait chanté. Ce qui n'est pas le cas pour les portes du pénitencier. Je suis comme un chat, je retombe toujours sur mes pattes. Non, j'avais les portes du pénitencier. Ouais. Je connaissais la version de Johnny avant de connaître la House of the Rising Sun. Et ouais, alors la première chanson, c'est Oh Carol. Et j'ai une question. Dans la carrière de Johnny, ce qui est assez intéressant, c'est que depuis Tendre et la nuit, depuis le début, quoi, depuis le début, il y a toujours eu un renouvellement. C'est-à-dire, on a l'impression, parfois il est allé vers la variété complètement, genre, je pense à El Mougli. Parfois, il est revenu à des trucs très rock, par exemple. Et parfois, genre, même vers la fin, avec Zazie, il fait la chanson Allumer le feu. Enfin, il y a toujours eu, j'ai l'impression qu'il y a ce point commun. Par exemple, avec Delon, c'est que Delon, dans le cinéma, a toujours su finalement être à une avant-garde. Parce que, par exemple, n'a pas fait Belmondo. Delon, là, au moment où on l'attendait, dans un truc très attendu, tu vois qu'il est ailleurs. Et Johnny, c'est assez étonnant qu'il fait ça. Il devient, je sais pas, une rockstar de variété, il fait un truc très rock. Il devient, ouais, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est le propre des... Enfin, je veux dire, c'est la recette de la longévité d'une carrière, hein, c'est le propre des grands artistes, c'est d'être un Retiens petit peu Manu, aussi ouais. Je cherchais aussi, j'étais genre, qu'est-ce qu'il y a un trou de mémoire, oui. Oui, c'est le propre des grands artistes. Regarde des mecs qui ont des carrières hallucinantes. Regarde David Bowie. David Bowie, il commence, il est un peu baba cool, machin. Après, il fait Ziggy Stardust. Après, c'est The Thin White Duke. Après, il devient complètement bizarre. Après, il y a Let's Dance. Après, il y a les autres trucs un peu plus électro. Voilà. Regarde les Stones, même quitte à... Bon, ça reste les Stones, mais ils ont évolué le reggae. Ils entendent du reggae, ils se mettent à faire un peu des trucs un peu plus reggae. Le disco pointe le bout de son nez, ils font des trucs un peu plus disco. Tu vois, donc ça, c'est le propre. Justement, le mec qui reste accroché à son... Alors pourquoi pas, il y en a peut-être aussi qui ont fait des très belles carrières comme ça, mais en tout cas, moi j'aime la diversité et le fait de regarder les Clash, ils ont découvert le rap, après ils sont mis à faire Magnificent Seven et des trucs comme ça. Les très grands sont des éponges, que ce soit dans la musique, dans la peinture, dans tout. Peut-être Johnny aurait fait du rap s'il était resté. Johnny aurait peut-être fini par faire du rap. Il a essayé, il a fait des trucs avec le ministère amer et le Doc Gynéco et tout ça à un moment. Ah ouais T'es bien? Je crois pas. Mais ouais. Mais en tout cas, c'est d'avoir des espèces d'antennes. Et je pense que c'est pareil pour tous les artistes, qu'ils soient musiciens, cinéastes ou auteurs ou artistes plasticiens, je ne sais pas quoi. C'est d'avoir des antennes et de se dire un petit peu, tiens, là, il y a un nouveau courant qui débarque, je devrais bien faire de m'y intéresser et voir un petit peu où est-ce que je peux, moi, me nourrir et où est-ce que ça peut, m'aider à aller plus loin dans mon... À me renouveler, exactement. Parce que nous, au bout d'un... Si tu veux, le riff de Haut Carole, au bout d'un moment, ça va, quoi, on l'a compris, tu vois. Alors, vous dites un truc, je ne suis pas tellement d'accord. On vous demande comment on réussit. Et vous avez fait quelque part la réponse de David Bowie, qui avait montré un camembert et qui avait dit, il y a 70% de chance, 20% de talent et 10% de boulot. C'est vrai ou pas? Vous êtes d'accord ou pas? Oui, la chance est un paramètre majeur dans la réussite pour un artiste. Oui, c'est les rencontres, et puis quand je parle de la chance, je parle aussi de la chance de là où tu nais, de qui sont tes parents, de comment est-ce que tu rencontres la musique, la peinture, la sculpture, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, il y a d'autres trucs comme ça. La rencontre que tu fais, moi, je sais que la rencontre avec les mecs d'FFF, ça a été beaucoup de chance. C'est parce que ce jour-là, je suis allé dans tel endroit et puis que je suis tombé sur Marco et puis que voilà, on a commencé à bosser ensemble. Donc oui, c'est important. Après, effectivement, le boulot, sans le boulot, il n'y a rien. Il n'y a pas 10% de boulot, il y a bien plus. Oui. Oui, il y a bien plus. Mais si tu veux, moi, j'en ai connu qui ont bossé beaucoup plus que moi et
Et puis il y a aussi, comment dire, une part de camembert aussi qui est pas encore dans le truc, c'est la capacité à tenir le coup. C'est-à-dire que ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que la vie du rock'n'roll, c'est de monter dans une camionnette, ça tape 500 bornes. Moi, j'ai connu plein de mecs, des musiciens dont c'était le rêve. Et puis confrontés à la réalité de ce truc-là, et ben au bout d'un an ou deux, ils se sont dit c'est pas fait pour moi. Ils revenaient sur les rotules, ils voyaient pas leur nana, leur famille, ils étaient claqués, ils étaient trop bourrés, ils tombaient dans la cam ou je sais pas quoi. Il y en a plus d'un. Il faut aussi, comment dire, c'est comme un peu partir au front. Il y a des mecs. Tu leur donnes une Kalachnikov, tu les envoies en Ukraine, ils vont se chez là. Et puis il y en a d'autres qui vont dire non, non, non. Bon, donc il y a un truc, effectivement, à quoi c'est lié? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est. Je sais pas, mais en tout cas, moi je sais que cette camionnette, elle m'a plu, quoi. Tu vois, la première fois que j'ai quitté Paris pour faire 300 bornes avec mes potes, c'était là genre, yeah! Wow, ça y est, j'avais réussi, quoi. C'est-à-dire qu'on avait un gig, je ne sais pas quel était le premier gig qu'on a été faire en dehors de Paris avec FFF, c'était peut-être à, je sais pas quoi, à Dijon, ou j'en sais rien, tu vois. Mais c'était, voilà, c'est pour j'avais réussi, quoi. C'est-à-dire que j'étais avec mes potes dans la camionnette et on allait faire un concert à Dijon. Et alors, il y a quand même un truc, est-ce qu'il n'y a pas des gens aussi, c'est un peu le danger aujourd'hui, des mecs qui fantasment la vie de rocker, en gros, mais je veux dire qui ont tout du rocker sauf la musique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous voyez, des mecs qui se disent, qui pensent que le rock c'est tout ce que tu dis, la camionnette, la drogue et tous les trucs. Mais il n'y a pas que la camionnette et la voilà, drogue. c'est ça. Il y a de la musique aussi quand même. Bien sûr, mais c'est justement ce que je dis. Un peu, de temps en temps, il y a un. Non mais c'est ce que je dis justement, des mecs qui une pentatonique qui se balade. Non mais c'est ce que je dis, c'est qu'il y a des mecs qui fantasment la vie de rocker et qui ont tout du rocker sauf la musique. Mais alors, il y a carrément, j'avais entendu parler de ça, qu'il y a des mecs qui avaient fait un business comme ça, genre Be a Rockstar, et effectivement, c'était des espèces de vacances de groupes de potes, genre enterrement de vie de garçon, et ben voilà, on va vous faire vivre un week-end. Donc effectivement, les mecs payaient pour prendre la camionnette, aller dans un endroit, jouer devant personne, et puis revenir. Et c'était... Oui, c'est un fantasme. Non, bah non, parce que c'était... Même limite, ils jouaient pas, quoi. Ils allaient limite voir un autre concert. Enfin, tu vois bah oui, c'est un fantasme. Enfin, comment dire. Bon, après, oui, il y a du mec... enfin, pourquoi pas, quoi. J'ai pas trop compris la question. Ouais. Mais... Non, mais peut-être c'était pas clair. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a parfois des gens qui fantasment une vie, genre des gens... Oui, bah, en fait, est-ce qu'on fantasme voilà. pas d'être star de Hollywood? Est-ce qu'on fantasme pas tous d'être, je sais pas, même chirurgien, hyper sexy, bronzé En moins un chirurgien, il y a moins de gens qui fantasment le... Ah, il y a un délire quand même. Ah ouais? Ah bah si. Alors, on va revenir un peu sur votre vie. Chirurgien. Ça serait drôle. Les fantasmes. Ah bah ouais, tu vois, le mec avec la blouse et tout. Votre mère fait du cinéma un peu underground, attaché de presse de... Je crois que c'était des films de Duras. Ouais, elle a commencé par... Ouais. En fait, elle avait été mannequin et puis elle avait envie de travailler dans le cinéma. Elle avait envie... machin, donc elle a été branchée Duras au moment où elle commençait à faire ses premiers films et elle lui a dit, écoutez, voilà, prenez-moi à l'essai, je vais être attaché de presse sur votre film. Si ça vous plaît, vous m'engagez. Si ça vous plaît pas, ben voilà, j'aurais fait gratos. Et en fait, ça s'est très bien passé. C'était sur India Song. Et, avec film, Michael Lonzal et comment il s'appelle déjà super. Enfin bon, voilà. Donc, et ça a marché. Donc du coup, elle a fait au moins, je sais pas, 4 ou 5 films avec Duras. Et du coup, petit à petit, elle a bossé aussi avec Chantal Akerman. Elle a bossé aussi avec les premiers films de Benoît Jacot. Et elle était spécialisée, donc, effectivement, au cinéma, comme on dit, d'auteur, et très fan des premiers films. Aider un jeune cinéaste, tu vois. Souvent, les premiers films, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, bah, alors romans. Je sais pas, mais... et moi, j'ai gardé un petit peu ça, c'est-à-dire que je suis... donc, je suis musicien, mais j'ai aussi une casquette de producteur, enfin, de réalisateur de disques, et je sais que moi j'aime avant tout effectivement réaliser des premiers albums. La première fois que les mecs, il y a une fraîcheur, il y a une candeur, la première fois que tu vas en studio pour enregistrer tes premières chansons et faire ton premier disque, il y a un truc qui est
que moi je trouve hyper motivant et enrichissant. Et j'ai toujours kiffé de bosser avec. J'avais travaillé longtemps avec justement avec Philippe Manœuvre à l'époque de ce qu'on a appelé les baby rockers là, et tout ça. Donc je sais que j'ai aidé plein de mômes à mettre le pied à l'étrier. Et effectivement, bon bah regarde, tu vois, au studio, ça va se passer comme ça, t'inquiète pas. Donc moi j'adore ce côté justement coup de pouce quoi. Moi, j'avais bossé avec les Nast, j'avais bossé avec les Brats, j'avais bossé avec les Second Sex, j'avais bossé avec, je sais plus comment ils s'appellent, les Shades, enfin, ils étaient toute une bande de groupes de, il y en a plus beaucoup, il reste Bébé Brune encore, mais c'était génial justement on en revient à ce qu'on disait au début, effectivement, cette adolescence, tu vois, le rock'n'roll, effectivement, moi, j'essaie de préserver cette part de moi à l'intérieur qui a encore 15-16 ans, tu vois, et c'est là-dedans que je vais piocher l'énergie pour continuer, et effectivement, et être confronté à... Alors, j'avais 40 balais à l'époque, tu vois, mais être confronté à ce truc-là, encore brut, encore quand même pas dégrossi, des mômes qui ne savent pas quoi faire. C'est génial, c'est hyper. Tu vois, il y a un truc hyper. Moi, ça me nourrit, quoi. Ouais, il y a un don de soi, puis même ça nourrit mon ado intérieur, tu vois. Ouais, le rock'n'roll, c'est adolescent. D'ailleurs. À parté, on appelait ça les baby rockers, mais je comprends pas pourquoi on appelle un baby rocker un mec de 16 ans qui a une guitare. Si t'es pas à 16 ans que tu fais du rock'n'roll, t'en feras jamais. C'est des rockers tout court. Tu vois, c'est quand tu vois. Mais c'est drôle d'ailleurs parce que votre frère vous a joué, je crois, dans Conte d'été avec Romer, justement, dans un film un peu d'auteur et tout, justement des rôles d'adolescent. Une autre façon d'être adolescent un peu. Bah écoute, alors là c'est autre chose. Melville, il a une carrière dans le cinéma qui est absolument hallucinante. Il y a personne d'autre qui a ce truc-là. Il a une filmographie. Donc oui, il a tout joué. Il a été enfant, il a été ado, il a été adulte. Maintenant il est grand. Je suis sûr qu'il finira par faire des rôles de vieux pépé, tu vois. Mais oui, il y a une alors, en fait, la vraie vérité du truc, elle est, comment dire, elle est linguistique ou dialectique, ou je ne sais pas comment tu peux dire ça, c'est que nos métiers, à Melville et à moi, c'est jouer. C'est-à-dire que quand je travaille, je suis sur scène, j'ai fait mon travail pendant 3 heures, je sors de scène, et je dis « Ah, on a bien joué, les gars !» Et lui aussi. Il fait une pièce, il est au cinéma, il joue. On joue, tu vois. Et donc c'est pour ça on est, lui et moi, encore aujourd'hui dans notre chambre de môme, dans notre chambre de gamin, avec des jouets, et on est en train de jouer, tu vois, on joue. Et ça c'est génial, le fait que ton travail, ça s'appelle jouer. C'est fantastique. Et est-ce que vous avez ce truc aussi Il y a des sportifs qui ont ça aussi. Ouais, mais je crois que Johnny, vous disiez, il est un mec assez timide et réservé dans la vie, et en fait il était à l'aise que sur scène. Vous voyez ce que je veux dire, l'endroit où il était le plus à l'aise au monde, sa détente, c'était sur scène. Oui, c'est vrai. Mais le mec avait grandi sur scène. Ouais. Déjà, parce que même avant d'être Johnny Hallyday, quand il était môme, il était en tournée avec sa tante et son mec qu'il avait élevé et tout ça. Donc il était déjà, depuis sa tendre enfance sur scène, tu vois, à dormir dans des loges, trimbalés à droite à gauche, dans la fameuse camionnette dont on parle depuis le début. Et puis il y avait un côté aussi quand même... Sur scène, il était peinard. Ouais. Il était tranquille, tu vois. Il ne pouvait rien lui arriver, personne n'allait le faire chier, à part nous, tu vois, mais... Oui, il y a ce truc, effectivement, c'est vrai qu'il y a il y a sur scène une zone d'ombre, comment dire, une espèce de vortex, d'endroit un peu où tu sais pas trop où t'es et où tu te sens bien. Et vous êtes stressé avant de monter sur scène? Hein? Vous êtes stressé ou pas? Heureusement. Mais est-ce que c'est comme Johnny? Est-ce que c'est l'endroit où vous êtes le mieux ou vous diriez pas ça? Mais je me sens bien sur scène. Hein. Je me sens bien sur scène, mais heureusement que je suis stressé avant de monter sur scène. Je veux dire, ce qu'on peut appeler le track, ce qu'on peut appeler le truc, fait partie du game. Si je montais sur scène, on n'avait rien à foutre. Genre, oh, tiens. Alors, une fois que je suis sur scène, non, je suis plus stressé. Mais avant de monter sur scène, oui, je me dis, est-ce que je vais bien chanter? Est-ce que je vais assurer? Est-ce que le son va être bien? Est-ce qu'il va y avoir du monde? Est-ce que les gens vont kiffer?
Voilà. Donc évidemment, mais ça fait partie du truc. Heureusement qu'on a, tu vois, cette sensation un petit peu d'excitation avant de monter sur scène. Sinon, ce serait dommage. Et lui, il avait ça, terrible. Alors ça va, c'était pas un traqueux non plus de dingue, mais il y avait effectivement quand même cette appréhension, cette espèce d'excitation qu'on a avant de... Est-ce qu'il y a des moments, par exemple, je sais pas, juste avant le Stade de France, de monter sur scène, vous avez dit j'aurais tellement aimé être notaire. Vous vous êtes dit, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, je sais plus qui avait dit ça, mais je sais plus. Moi, j'aurais aimé être notaire. Non, mais il y avait une rockstar. Je me casse. Non, mais il y avait une rockstar, je sais plus qui je sais plus qui avait dit, avant de monter sur scène, il y a toujours une minute de un peu moins de panique, on se dit putain, j'aurais aimé être notaire. Non. Notaire, c'est pas le terme, non. Surtout pas notaire. Ah, non. Non, oui, effectivement. Oui, il y a des de toute façon, il y a forcément des concerts qui se passent mal. Il y a des concerts, que ce soit pour des raisons techniques, le son est dégueulasse, il n'y a pas le monde qu'on voulait qu'il y ait, la salle est naze, je sais pas quoi, ou alors on est trop pété. Tu vois, moi ça m'est arrivé de monter sur scène, de me dire oh putain le con, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je suis là. Tu vois, mais non, notaire non. T'as fait beaucoup de concerts pétés ou... Tu veux dire qu'est-ce que j'ai fait, des concerts sobres plutôt? Oui. Non, ça m'est arrivé. Non. Ah oui, non, c'est un enfer. Ah non, mais ça m'est arrivé. Alors, quand j'étais môme, on tenait le coup, mais je sais plus quoi, des fois, on joue dans des festivals où tu joues à 1h du mat, et puis tu as commencé à te la coller à 18h, hein, t'es monté sur scène. Bonsoir. Non. Mais ça se passe. Mais c'est pas cool. Parce qu'il y a un truc qui se passe sur scène, comme tu disais, de nervosité, de trac, où tout d'un coup, tu te rassembles. Et techniquement, c'est... Ouais. Ah bah, quand t'es môme, c'est cool, mais... un peu moins c'est un peu plus difficile, ouais. Et puis tu sors de scène, t'es pas content, t'as l'impression d'avoir un petit peu arnaqué les gens, de pas avoir été à la hauteur, tu vois ce que je veux dire, il y a un truc... Non, moi, c'est sûr que avant de monter sur scène, il y a un rituel qui est quand même qu'on boit un coup, enfin, tu vois ce que je veux dire, il m'est rarement arrivé de monter sur scène totalement sobre, ça m'est arrivé, mais voilà, donc il y a forcément... un coup de vodka, un coup de pinard. Ça m'est arrivé de monter sobre. Mais par contre, je fume plus de joint avant de monter sur scène. Je ne peux pas monter sur scène en ayant fumé un joint. Je suis là, oula, pourquoi ils me regardent les gens? C'est trop ralentissant. Oh non, qu'est-ce qu'ils vous disent? Oh là, c'est fort. Oh, pourquoi ils me regardent? Ah non, oh. Non. Et mais il y a des moments très beaux. Par exemple, je crois que c'est le concert Stade de France de Johnny où il avait plu. Et alors... J'étais là, on faisait la première partie, nous, avec FF. Ah ouais. Mais alors je vais dire ce que j'avais entendu, mais c'était jusqu'à la dernière minute, ils ont cru qu'ils allaient le faire. Et finalement, je crois que Johnny l'a fait le lendemain ou 2 jours après. Et on lui a dit, mais il y a un risque que tout saute. Que tu sois électrocuté et que tout saute. Et il a dit, je le prends quand même. Bah évidemment, tu crois quoi? Déjà, il y avait un enjeu de dingue. Il y avait le Stade de France, c'était la première fois qu'un artiste français chantait au Stade de France. Il y avait un enjeu financier aussi, il ne faut pas se le cacher, énorme. Et puis le rock'n'roll, c'est pas du risque. Et puis Johnny s'y connaissait en risque, hein, tu vois, c'est quand même le mec. Si c'était pas risqué, c'était pas marrant. Hein. Le paramètre risque, il est important dans le. Et juste, je trouve que le concert où il pleut qui a été filmé, c'est un sublime c'est concert. Magnifique. J'étais là en salle aussi, c'est magnifique. C'est magnifique. Très très beau. C'était magnifique. Magnifique. Heureusement qu'il a plu finalement. Bah ouais, carrément. Oui, complètement. Et alors on revient sur un peu ta jeunesse, on continue. Même Adjani, vous gardez enfant. Bah, tu vois, le cinéma d'auteur, le cinéma indépendant, moi, quand j'étais môme, grâce justement à notre mère et à Duras et tout ça, si tu veux, il y avait quand même toute une bande de jeunes comédiens et de jeunes cinéastes dont elle faisait partie. Donc je faisais des foot avec Depardieu quand j'avais 7-8 ans. Et effectivement, Adjani, qui était gamine, à l'époque, avant d'être la comédienne, oui, était très copine avec ma mère. Et une fois ou deux, il serait que Chantal, notre mère, paye peut-être une projection de presse ou un truc. Et puis elle avait demandé à sa copine de venir nous garder. J'ai pas beaucoup dormi, hein. Je suis sûr que j'étais là genre, j'ai faim, j'ai soif, j'arrive pas à faire dodo, raconte-moi une histoire.
Fais-moi un câlin. Et à 11 ans, même un bœuf avec Higelin. Ouais, complètement. Ouais, bah écoute. Alors, un bœuf, c'est un grand mot, mais effectivement, encore une fois, copine de notre mère, tu vois, Catherine Ribeiro. Vous voyez qui c'est, Catherine Ribeiro? Catherine Ribeiro, c'était une chanteuse réaliste, hippie, extrême gauche des années 70, qui avait un groupe qui s'appelait Alpes. Et une très belle nana d'origine portugaise, une brune avec une gueule pas possible, super bien roulée, et qui chantait des chansons un peu un trip vraiment 70s. Écoutez Catherine Ribeiro plus Alpes, vous allez triper. Et donc c'était une copine de ma mère, encore une fois. Et elle fête son anniversaire, elle était très copine avec Higelin. Et donc c'était sur un, je sais plus où, dans un bar, un resto en banlieue, à la campagne. Et il y avait un piano, Higelin jouait du piano, et puis il y avait une basse qui était là qui traînait, et puis il voyait que je louchais sur l'instrument parce que j'avais déjà rencontré Elvis Presley, et donc déjà j'étais là genre, je veux faire dans la musique. Et donc il m'avait filé, j'avais pris la basse, et il m'a dit tu prends la grosse corde et tu fais juste doum, 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 doum. Et donc ça s'est résumé à ça, mais c'était un kiff énorme, quoi. C'est-à-dire que pendant, je sais pas, peut-être 3-4 minutes, j'ai fait doum, 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 avec l'autre qui chantait un blues au piano. C'était dément. Il était rock, Higelin. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, je l'ai pas vraiment connu. Je l'ai peut-être croisé une fois ou deux ensuite, mais oui, il était. Ouais, Il avait fait aucune concession à la société. Enfin, il est resté jusqu'au bout, voilà. Ah oui, complètement. Ouais. Je pense que c'était un mec. Il aurait peut-être dû d'ailleurs. Mais, non, c'était un mec. Je l'ai pas connu, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont travaillé avec lui pendant longtemps et tout, et c'était un mec extraordinaire. Ouais. Et alors, FFF, ce que vous racontez, c'est que il y avait un mélange de rap. Toi, tu l'as lu mon bouquin, toi? Ah oui. Ah oui. J'ai révisé. Hein. J'ai bossé. Hein. C'est bien. FFF, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mélange entre du rap, du rock, du funk, du métissé. Il y a un mélange de tout. C'est une sorte de melting pot. C'est ça ce qui est intéressant. Non. Écoute, oui, moi de toute façon, c'est ce qui m'intéresse moi dans la musique. Faut pas oublier que le rock and roll, par essence, c'est déjà un melting pot. C'est-à-dire que le premier disque d'Elvis Presley, il y a un morceau de rhythm and blues sur la face A et il y a un morceau de country sur la face B. Donc déjà, le rock and roll, par essence, c'est une musique mix, c'est déjà une tambouille. Et c'est vrai que à la fin des années 80, début des années 90, il y a un espèce le rap commence à émerger, et puis le rock est encore très présent, et puis tout ça se mélange, et puis on entend aussi parler d'un nouveau courant qu'on a appelé world music, tu vois. Donc tout ça fait beaucoup comment dire, d'effervescence et avec les mecs d'FFF, effectivement, nous, on était, comment dire, témoins de cette période. On avait vu les Red Hot Chili Peppers sur scène qui mélangeaient effectivement du funk, du rap et du rock'n'roll. On avait vu la Mano Negra qui faisait un petit peu pareil. La Mano, c'était quand même très très mélangé. Nous, on passait nos soirées à se balader entre le tango, qui était une boîte africaine, qui était démente, le Gibus où il y avait du punk, machin, et puis il y avait après les soirées un peu plus disco, on allait au bain-douche, je sais pas quoi. Donc oui, on vivait dans une espèce de, comment dire, de mixité musicale hyper inspirante et hyper enrichissante, et c'est un peu ça qu'on a essayé de retranscrire dans notre musique. On avait chacun des backgrounds musicaux, on était chacun arrivé pour se retrouver à ce même point. On était chacun parti d'univers musicaux différents, et c'est ça qui a fait la richesse du groupe. Et alors maintenant, une question qui paraît très bête, mais qui l'est pas forcément. Est-ce que, Jules, toi qui es compositeur classique de musique classique, est-ce qu'il y a, ça paraît bête, mais il y a un petit fond, est-ce qu'il y a dans la musique classique, ou dans le fait d'être compositeur de musique classique, des choses rock? C'est-à-dire, est-ce que dans le côté rock, dans ce que Yarol définit comme le rock, il y a des choses que tu peux retrouver? Bien sûr. Alors quoi?
Enfin, tu parles d'esprit ou tu parles de technique, tu parles de Des musique? deux. Moi, j'ai écouté personnellement énormément de rock dans ma vie, mais surtout le rock anglo-saxon, donc des choses comme Pink Floyd, les Doors, les Rolling Stones, AC/DC. Et je crois que... Et après, Jeff Buckley, Muse, Franz Ferdinand, Radiohead. Et je crois que dans ma musique, ça se retrouve ça de manière très très claire. C'est-à-dire quelque chose de violent, de sale. Et d'ailleurs, il y a des harmonies. C'est une question que je voulais te poser. Dans tes derniers albums, tu vas beaucoup vers des harmonies qui sont des harmonies qui n'ont plus diminué, qu'on retrouve dans des groupes comme King Crimson ou Queen of the Stone J'ai Age. redécouvert King Crimson il n'y a pas longtemps. C'est énorme. C'est absolument Ah fantastique. oui. Ouais. J'étais passé à côté, je suis content d'être passé à côté. Non seulement c'est formidable, mais en plus ça se renouvelle au fil des Ouais, décennies de manière démente. C'est énorme. Dans les années, fin des années 60, ils sont Pink Floyd, Ouais, et puis après. Et FFF, il y a des choses qui ressemblent à ce que faisait King Crimson exactement à la même période. C'est assez étonnant. Qu'est-ce que je voulais dire? Et dans l'esprit. Et dans l'esprit, Ouais. tu veux dire au niveau de la vie? Si le rock était un manuel de philosophie, genre, est-ce que si le rock était genre le manuel de... Bon, tu sais, le milieu de la musique classique est complètement déglingue. Hein. Enfin, je veux dire, les gars. Non, mais dans l'idée... Ils vont en queue de pie sur scène, mais t'inquiète que derrière... Alors c'est un peu chelou parce que quand même, moi j'ai fait pas mal de trucs avec le terme est lâché, des classiqueux. Ouais, bon, je t'en prie. J'ai travaillé avec un mec qui s'appelle Thibaut Covin, je sais pas si tu vois qui c'est, un guitariste classique bien sûr. très fort, et on a été faire un truc avec l'orchestre de Cannes, l'orchestre national de Cannes, qui sont très forts. Et franchement, c'est un délire. Hein. Ah, c'est un délire. Dans quel sens? C'est un délire. Ben, c'est un délire. Bon, alors c'est un délire déjà dans le sens du, comment dire, du level. Du level des technique. musiciens. Et puis, alors je veux pas me fâcher avec eux, mais il y a un côté, c'est très... c'est-à-dire que ça commence à 14h, après à 18h, ils arrêtent. Ah bah Mais ouais. limite au milieu de la chanson, quoi. T'es là, Malheureusement, il y a un côté fonctionnaire. Ah ouais, il y a un côté fonctionnaire. T'es là, genre, mais les gars... En même temps, les mecs, ils sont 70, tu vois. mais alors Ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça dépend des orchestres. Mais c'est ouais, vrai ça dépend qu'en des orchestres. en mais si tu France, veux, il y ils a sont un côté très- ils sont très j'étais comme un ça. petit peu surpris effectivement Enfin, tout est très codé, très... Voilà. Côté un peu fonctionnaire. Après, Voilà. on les imagine comme des gens très sérieux, tout ce que tu veux. Ah bah, Mais- ça colle. Oui, mais bon... Oui, Après- oui, mais bon, quoi? Non, mais, attends, je veux dire, il y a quand même... Je pense pas que tu me contredises, mais je veux dire, chez mon pote Thibaut, chez des solistes et tout ça, machin, comment dire, une exigence technique presque musculaire, on va dire. Bien sûr. euh, Ouais. Il y a une discipline technique qui est obligatoire parce voilà. que Tu peux pas ne pas jouer. on Moi, j'ai est- une copine tu qui... sais, on est tellement. Ah oui. On est tellement. Les pianistes, les guitaristes, les violonistes, ils sont des millions, tu vois. Ouais, ouais. Donc si les mecs travaillent pas 10 heures par jour. Oui, c'est pendant- presque sportif en fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme des tennisman, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que si tu joues pas des 3 heures par jour, eh ben tu baisses de niveau et puis un autre va te piquer. Le la rock, place. c'est une discipline Alors que aussi. Keith Richards, il Mais- peut partir en vacances, pas je toucher sa gratte pendant 6 mois, Voilà. et ça reste Keith Richards, tu Ouais. vois ce que je veux dire. Ouais, Alors ouais. que je Mais pense lui, il est que- porté par son énergie propre et individuelle, donc c'est. Ouais, et est-ce qu'il n'y a pas... Parce que je pense, je sais pas, mais parfois on a Mais l'impression... attends, mais je veux Pardon, juste dire, mais peut-être que justement ça manque ça dans le milieu classique, c'est-à-dire une espèce de une nervosité individuelle, une volonté de. En Je Chine, veux dire, il y a l'exigence est... par exemple en Chine, tu as des millions de pianistes, tu vois, de jeunes pianistes qu'on entraîne, qui font 12-14 heures par jour, qui n'ont pas de vie et qui finalement n'ont pas grand-chose à dire. Ils ont une technique en béton armé, mais tu les compares à Rubinstein, à Horowitz. D'ailleurs, il y a, pour Playboy, on est sur Playboy Channel, c'est ça. Il y a plein de nanas qui font du piano maintenant, un peu genre Ah oui, des meufs hyper belles et tout, genre. Yoja Wang, Ouais, bien non, sûr. mais même des polonaises, des trucs, des... Ouais, ouais, bien sûr. On connaît. Mélange entre... entre Playboy et piano classique. Ouais. T'es là, genre, Et ah parfois- ouais. Et ils sont pas les Et plus les mauvaises, meufs, hein, carrément, parfois. t'es là, genre... Yoja Wang, c'est solide. Ah ouais, ouais, ouais. Alors j'avais deux questions du coup. Est-ce qu'il n'y a pas un côté parfois, je sais pas, mais est-ce que certains musiciens classiques, j'aurais parfois l'impression qu'un musicien classique verrait parfois un rocker un peu comme, je sais pas, un agrégé de linguistique verrait Welbeck, tu vois. C'est-à-dire... Je connais des agrégés de linguistique qui adorent Welbeck. Non mais ce que je veux dire, est-ce que parfois il n'y a pas de la part
des musiciens classiques un côté un peu... bon, voilà. De la part des musiciens... Pardon, vas-y. Non, j'espère bien, ouais. Qu'on vous regarde un peu avec condescendance. Ah bah ouais, parce que ouais. Moi, j'ai trop écouté de rock, j'aime trop ça. Non, moi, j'ai un immense respect. Pour les grands artistes rockers, j'ai un immense respect parce que c'est une inventivité, parce que c'est un travail sur le son que nous, on n'a pas du tout, parce que nous, on a affaire à des instruments classiques qui sont déjà là. C'est un travail sur le son, c'est un travail sur le charme, c'est un travail sur la générosité. J'adore les Beatles, je sais pas où tu te situes par rapport aux Beatles, mais j'arrive pas à savoir si c'est Je déteste. Attends. Mais je connais des gens qui détestent les Beatles. Oh non, alors. Bon, ils sont rares. Ouais, non. Et c'est un peu une pause. Non, mais des gens qui disent j'adore les Rolling Stones, mais je déteste les Beatles. Bon, arrête, c'est tellement stupide. Et les Beatles, c'est un monument de. Je pense aux Beatles parce que j'ai dit générosité, de cœur, générosité, et puis de Attention, parce travail. que les Beatles, c'est la continuité. Alors, comment dire, on parle de musique classique. Je suis désolé, mais je trouve que le terme, il va falloir bientôt inventer autre chose. Parce que les Beatles, c'est aujourd'hui ce que moi j'appellerais la musique classique. D'ailleurs, je t'ai pas repris, mais quand... Tu vois, oui, bien sûr. Il y a un truc, une continuité, Bach, Mozart, McCartney, Lennon, tu vois, qui est assez flagrante. Oh, je suis pas opposé à ça, bien sûr. Au niveau de l'écriture, de la mélodie, des schémas harmoniques et tout machin, il y a un truc qui est hallucinant qu'ils ont réussi. Les Beatles, hein, les Stones, c'est cool, mais les Beatles, il y a quand même un truc un petit peu extraterrestre. Ouais, mais même après, même Pink Floyd, c'est classique. Oui. Mais c'est pas le level. Comment dire, c'est pas l'équation par le nombre d'or. Tu vois, il y a ce concept un petit peu de nombre d'or, tu vois ce que je veux dire, un peu comme les pyramides, les trucs, les machins, les bidules, comme Bach, effectivement, il y a des espèces de mecs qui ont écrit des bouquins sur le fait que Bach, en fait, je sais pas quoi, comment ça se passe exactement, je suis pas assez balèze en classique pour ça, mais je pense qu'il y a un truc comme ça chez les Beatles qui s'est retrouvé. Ouais, absolument, je suis de ton avis. Et d'ailleurs, si on était vraiment sérieux, on n'emploierait plus l'expression de musique classique. Moi, je fais pas de musique classique, tu disais tout à l'heure que je fais de la musique classique, je fais pas de la musique classique. La musique classique, c'est en fait la période classique. C'est la période qui commence à la fin de la musique baroque, qui finit en 1820. Avant je fais de la psytrance, en vérité. Moi, je fais de la psytrance metal. Parce que c'est pareil, on parle aussi de musique contemporaine, mais la musique contemporaine, quand s'arrête le contemporain, parce que Boulez ou Stockhausen ou ça, c'est pas contemporain, c'est de la musique qui a quand même un certain temps. Tu vois, donc la musique contemporaine, c'est quoi? C'est Booba. Non, mais ce sont des termes bâtards. Même pas Booba, ce serait... Ouais, ce sont des termes complètement bâtards qu'il faut abandonner. Tu vois, il faut arrêter musique classique, musique contemporaine. Enfin, c'est bizarre de... Ouais. Non, moi je serais plus pour parler de style, c'est-à-dire Boulez, c'est du sérialisme, Muraille, c'est du spectralisme, peut-être, je sais plus qui t'a cité, Stockhausen. Voilà. Putain, c'est... Tu vas fermer son caquet. Moi j'ai une question quand même, parce qu'on parlait de la multitude des talents. Alors j'ai quand même une question à vous poser. Vous avez été juré, je crois, de la Nouvelle Star, non? Ouais, de Nouvelle Star. Et il y a un truc que je me dis, c'est toutes ces émissions, la Nouvelle Star, The Voice, qui sont là pour trouver une belle voix. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a énormément de gens qui ont quand même une belle voix, c'est-à-dire énormément de gens qui savent chanter vraiment bien, et très peu de gens qui sont en gros qui ont des idées. Je donne un exemple. Par exemple, on disait toujours qu'Aznavour, il avait une voix cassée. À mon temps, il chantait faux. On a l'impression que parfois des grands chanteurs qu'on adore et qu'on vénère, en fait, vocalement, ils n'auraient peut-être pas du tout réussi The Voice. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a... Imagine Dylan à The Voice. Quoi? John Lennon. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas le problème qu'on a tellement de gens qui chantent parfaitement, aucun problème, mais on aurait presque envie de gens qui chantent mal, mais les mecs qui ont des idées, tu vois, qui ont... Mais je suis entièrement d'accord avec toi, sauf que le problème, c'est que c'est pas nouveau. Les radios-crochets, les télécrochets, les concours de chant qu'il y avait dans les campagnes, dans les balles populaires depuis la nuit des temps, il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu des gens qui étaient de bons chanteurs, tu vois, et puis d'autres qui sont des gens qui ont en plus un truc à dire, qui ont plus une identité, que ce soit... est-ce que Piaf, elle aurait gagné The Voice? J'en sais rien, moi, tu vois. Mais est-ce que Gainsbourg a gagné The Voice? J'en sais rien.
c'est pas l'un, c'est-à-dire, tu vois, le spectre musical, il est large, heureusement, et donc il y a de la place pour des gens qui ont effectivement des voix extraordinaires, des Céline Dion, ou j'en sais rien, et qui sont des techniciens du chant super. Voilà, très bien. Et puis il y en a d'autres voilà, qui n'ont pas ce même talent, mais qui ont un talent ailleurs. Et heureusement, tu vois, c'est comme dire, est-ce qu'il faut que tous les films soient en scope Technicolor avec des superstars dedans, ou est-ce qu'on peut aussi avoir enfin, c'est très très large le spectre de la musique. Il s'agit de faire vibrer des émotions chez des gens, et voilà. Donc, le gros problème, c'est chez ces jeunes gens qui font ces émissions-là, pour la plupart, c'est qu'ils sont pas, je crois, ils sont pas, tu vois, dis-moi le contraire si je me trompe, mais qu'ils sont pas en recherche de quelque chose véritablement à dire, et qui sont occupés, comme tu disais, à bien chanter. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a moins d'individualité aussi. Ouais, mais regarde, par exemple, quand tu vois parmi les artistes qui sont passés par ce cursus, on peut dire, tu vois, d'émissions de télécrochet, il y en a certains, notamment Julien Doré, qui n'est pas forcément un chanteur. Tu vois, c'est pas Caruso, le mec. Mais il s'en est très très bien sorti parce qu'il avait son identité, il avait son univers, il avait son truc, il a réussi. Mais tu pourrais pas m'en citer. Louane, tu pourrais pas m'en citer si, 3 ou 4. Louane, Christophe Willem. Alors Louane, oui, mais elle c'est est moins plus bien, là parce qu'effectivement, elle a une voix, elle chante très très bien. Christophe Willem, bon, c'est un autre délire, mais tu vois. Mais tu vois, Julien Doré, effectivement, c'est un mec qui s'est servi de ce média, de ce cheminement. Tu vois, pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Ouais, absolument. Mais pourquoi c'est plus une question au producteur, ça, mais je crois que ça existe quasiment pas. Il y a pas tous les télécrochets. Ils chantent une chanson déjà. Il y a très peu de télécrochets où les gens chantent une chanson qu'ils ont composée. Alors justement, c'est marrant, ça existait. Il y a les mecs qui avaient eu l'idée comme ça. Je sais pas si ça s'est fait en France, mais je crois qu'il l'avait fait en Angleterre ou aux États-Unis. Effectivement, un télécrochet qui était non pas sur la performance vocale et tout ça, mais sur la compo. C'est-à-dire que chacun devait écrire des chansons et puis il se retrouvait à la fin de la semaine. Alors, qu'est-ce que tu as écrit comme chanson, toi et tout? Bon, on est quand même, si tu veux, on parle d'audimat, de téloche, d'annonceurs, de pub. Donc, il faut qu'il y ait des chansons que tout le monde connaisse. Et pour que les gens regardent le truc, on ne va pas non plus faire des chansons que personne ne connaît parce que les gens vont zapper, ils vont regarder autre chose sur l'autre chaîne. Donc, si tu veux, c'est quand même des émissions de variété. Il faut leur balancer un petit peu des tubes et tout, sinon les gens ils zappent. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est un paramètre du bordel à gérer, quoi. Je crois que on m'avait dit que Johnny Parma adorait Brassens. Il disait Brassens, c'est comme la grammaire. Est-ce que vous, il y a des chanteurs français, enfin de variété française, qui vous ont inspiré ou qui sont un peu, qui ont compté dans votre voilà, construction? Bon, moi j'ai eu la chance, j'ai bossé donc avec Johnny, j'ai bossé avec Dutronc, j'ai bossé avec Eddie Mitchell, donc ces trois-là, on va les mettre de côté. Il y a Serge Gainsbourg quand même, c'est fantastique, tu vois. Serge Gainsbourg, il y a quand même déjà une science des mots, une science de l'écriture qui a été inégalée. Moi, c'est mon auteur français préféré. C'est la classe, c'est dangereux, c'est rock'n'roll. Et puis en plus, musicalement, c'est un level de dingue. Il n'y a quasiment rien acheté chez Gainsbourg, tu vois. C'est provoque, c'est barré, c'est intelligent. Donc Serge Gainsbourg, évidemment. Oui, Polnareff, c'est balèze. Oui, alors je suis moins fan. Ça peut plus vite chier que Polnareff, moi. Mais... Chez les mecs plus vieux, Brel, Ferré... Alors Ferré, j'adore. Ouais. Ah ouais, Ferré, j'adore. Il y a des trucs, alors des fois ça m'agace un peu aussi, mais il y a des trucs fantastiques chez Ferré. J'ai redécouvert Les Marquises l'autre jour de Brel. Oh, c'est sublime. Ah, c'est magnifique. C'est sublime. Oh putain. Mais tout Brel. Alors moi, il y a un truc, encore une fois, un côté un peu... Il y a trop de c'est lyrisme. bon, C'est quoi? Calme-toi, là, c'est bon. Ça, c'est un peu tout. Ah, j'adore. Ouais, mais... Non, effectivement, c'est vrai que Brassens, il y a un truc qui m'intrigue. C'est très très bien écrit. Brassens, c'est quand même très très balèze. J'ai l'impression que c'est tout le temps la même chanson.
Bah, c'est ça le problème. Tu Moi, vois la musique m'emmerde un peu. Ouais, moi aussi, Les paroles vraiment. sont Mais morbides. mine de C'est rien, pas le gâcher Brel. ouais, j'ai un pote qui était chez moi l'autre soir, qui est batteur, mais qui connaît toutes les chansons de Brassens sur la guitare-voix. Et donc, je sais pas quoi, à 3-4 ans du mat, il s'est mis à prendre, il a pris la guitare, il m'a chanté genre 12 chansons de Brassens, le mec. J'étais là genre, waouh, putain, quand même. Tu vois, les mots, les histoires que ça raconte, comment c'est foutu, les rebondissements dans les chansons et tout, c'est quand même très très balèze. Mais il paraît que Johnny faisait ça, chanter Brassens toute la nuit. Non. Peut-être. Pas avec moi, mais. Pas dans les années Poupeau. Quand il allait se coucher, c'est pour ça, quand il allait se coucher. Barbelivier. Oui, mais sûrement, comment dire, ça fait. Il était comment perdu, dire, tu vois. oui, Brassens fait partie quand même tu vois, des panthéons des grands auteurs de chansons françaises, on peut pas bypasser Brassens. Et puis, je suis sûr qu'effectivement, Johnny avait pas forcément une passion pour Brassens, mais il était forcément intéressé. Et puis, quand tu fais ce métier, et puis il avait dû le croiser. Et puis, la vie de Johnny, elle est longue. Hein, il a dû en faire d'autres conneries. Ouais. Et oui, ton histoire avec Johnny, c'est très intéressant parce que ça commence. Il y avait un film très chouette qui s'appelait Jean-Philippe avec Fabrice Lucchini, qui était l'histoire d'un mec qui était fan de Johnny, etc. Bref, c'était là, qui à la fin rencontrait. Oui, mais les gens, non. Les gens qui étaient là. C'était un mec qui rencontrait, fan de Johnny, qui finalement rencontre son idole. Et voilà, vous connaissiez pas Johnny, et on vous dit, est-ce que vous voudriez faire pour le film la guitare? Pour le film, donc vous devez jouer dans un film où Johnny joue Johnny, donc il y a une sorte de mise en abîme. Et en fait, vous faites la guitare pour le faux concert de Johnny du film, et là, Johnny vous dit, mais est-ce que tu veux pas... Il vous appelle à 2h du matin. Alors ça c'est non, alors voilà. C'est pas tout à fait dans cet ordre-là que ça s'est passé. Donc oui, effectivement, c'est vrai que mon pote Laurent Tuel, qui réalisait le film Jean-Philippe, c'est moi qui lui fais du forcing en lui disant, dis donc, la scène de la fin, là, il y a besoin d'un guitariste, tu veux pas m'embaucher pour jouer le rôle du guitariste. Donc j'ai commencé par jouer le rôle du guitariste de Johnny à l'écran avant de le faire dans la vie. Ce qui est pas mal quand même, comme point de départ du truc. Et la musique avait été préenregistrée? Oui, on était en playback. D'accord. On était en playback, évidemment, on était en playback, c'était un tournage, mais on avait quand même des vrais instruments. Il y avait tout un groupe qui avait été casté, et donc pendant les pauses du film, évidemment, pendant qu'ils changent les axes de caméra, les lumières et tout machin, tu connais Eddie Cochrane? Ouais, bien sûr, j'adore Eddie Cochrane. Tu connais pas Summertime Blues? Ah ouais, Summertime Blues, et ça commence. Et l'autre, il est parti, et donc on a enchaîné, et donc effectivement, à chaque fois, entre les prises, on jammait, on jouait des chansons. Et c'était fantastique, on est resté 2 nuits, c'était très très cool. Et puis moi, c'était bon, j'avais joué avec Johnny, tu vois. J'avais fait le con, j'avais passé une soirée à jouer Summertime Blues, 20 Flight Rock, Johnny B. Goode ou je sais pas quoi avec Johnny, c'était bon quoi. Et 5-6 ans plus tard, il fait un album avec Mathieu Chédid, il y a des promos à faire, Mathieu ne peut pas tout faire parce qu'il était reparti, lui, Mathieu, on connaît, sur un autre truc, donc du coup, Warner m'appelle en me disant, bon, est-ce que ça te branche de remplacer Mathieu Chédid pour des promos, parce qu'il faut un guitariste qui a quand même de la prestance, on va dire, donc évidemment, et donc c'est à ce moment-là où on fait quelques promos, et où après une émission de radio sur RTL, qui s'est très bien passée, on s'est vraiment éclaté, et c'est là qu'il m'appelle à 2h du mat. Pour me dire, est-ce que ça te branche de partir en tournée avec moi? Non, on a mis un silence. Bah oui, non, bah attends, bah quoi. Et alors, sur Johnny, il y avait des anecdotes très belles que vous racontez. Notamment, vous dites, avant un concert, il y a un moment, genre avant dans la scène, Johnny voulait être tout seul. Il voulait que personne l'approche. Il voulait avoir un moment seul, derrière le rideau, tout seul. Ouais, il avait ce truc, vraiment... C'est-à-dire bon, dans la loge, j'étais, machin, préparé, habillé, tout préparé à monter sur scène, on approche de la scène, et puis il y avait toujours une espèce de chaise de réal, tu vois, les chaises de réalisateur un peu, machin, et il se pose là-dessus, et le vide autour. Enfin, t'as les mecs un peu de la sécu, puis t'as l'ingé son, enfin tout. Et là,
tu sais pas ce qui se passe. Ça pouvait durer 2 minutes, comme ça pouvait durer 10 minutes, ça pouvait être très long. Et il est posé, assis comme ça, et on ne sait pas à quoi il pense, quoi. Est-ce qu'il écoutait la salle? Est-ce qu'il écoutait comment dire, tu vois, l'ambiance du public? Est-ce que lui-même, il cherchait à faire le vide? Est-ce qu'il récitait un mantra de Hare Krishna, je sais pas quoi? Je sais pas ce qui se passait. C'était un moment, il était tout seul comme ça. Enfin, il était pas. Enfin, si, il était entouré, mais il était vraiment seul à l'intérieur, tu vois. Tu sentais le truc. Ok, on y va. Et bim. Après, c'était parti. Mais il y avait, effectivement, c'est vrai que ce moment était très, très impressionnant. Je le vivais à chaque fois. Et c'était vraiment un truc, une espèce de. Comment dire, de rituel qu'il y avait à chaque fois avant de monter sur scène, où il y avait le vide. Est-ce que. Ouais, exactement, le rassemblement de tous les Johnny qu'il avait dans sa tête. Tu vois. Ouais. Ah, c'était très impressionnant. Il y avait, parce que ce qu'il y a toujours dans les concerts, c'est qu'il y a un risque de sombrer dans la routine, et parfois ils changeaient l'ordre 20 minutes avant. Oui. Ah non, mais la routine, c'est la mort du rock'n'roll. Ça, on est d'accord. Tu vois, et c'est effectivement, c'est grâce. Quand on fait comme lui, je sais pas combien de concerts, tu vois, même moi qui en ce moment en fais moins, je change tous les jours aussi. On s'ennuie. Au bout d'un moment, si c'est exactement la même chose tous les jours. Heureusement qu'il faut rajouter un petit peu de piment, un peu de danger dans des chansons qu'on a à la limite des fois pas vraiment répétées, où on se dit tiens, là, on va faire celle-là, on va voir bien comment ça. Voilà, ou alors. Et puis ça vient aussi des fois du fait que la veille, telle chanson, on s'est fait chier, quoi. Tu vois, il l'a moins bien interprété, ou alors il a sorti que le public. Il avait une science comment dire, ouais, tu sais, le public, un concert, c'est un ping-pong, c'est un peu comme presque un peu, tu vois, une relation intime avec le public, ça va dans un sens, ça va dans l'autre. C'est un peu comme, tu vois, c'est presque du sexe avec le public, tu vois. Et donc lui, il avait ce truc-là, il avait senti que par exemple la veille, telle chanson, ça prenait pas, quoi. Donc il dit celle-là on la vient, on va la remplacer par telle autre, et puis ça y est, et puis après, voilà. Et puis des fois c'était aussi pour se marrer. On avait cette espèce de petite scène centrale dans laquelle on faisait en général des morceaux plus du répertoire un peu rockabilly, rock'n'roll, bebop lula, That's Alright Mama, des classiques, tu vois. Et ça, on avait une espèce de, comment dire, de réservoir de chansons dans lesquelles on pouvait piocher parce qu'on les connaît toutes et puis que c'est des classiques, tu vois. Donc allez, aujourd'hui on va faire plus, je sais pas quoi, That's Alright Mama, puis demain on va faire Blue Suede Shoes, et puis aujourd'hui on va faire plutôt Hound Dog ou je sais pas quoi, tu vois. Il y a une très jolie anecdote. Johnny vous dit pourquoi t'es pas tatoué? Et vous lui dites mais les tatouages c'est les bagnards, les légionnaires. Aujourd'hui tout le monde est tatoué. Maintenant le seul vrai tatouage c'est de ne pas être tatoué. Ben ouais. Comment dire, j'ai toujours pas de tatouage. Ouais, ils foutaient de ma gueule, mais. Ouais, mais les rockers, ils sont tatoués, tu vois. Mais bon, mais non, rien. Elvis, il n'a pas de tatouage. Keith Richards, que je sache, il n'a pas de tatouage. Jagger, non plus. Je suis allé voir Springsteen l'autre jour, il n'est pas tatoué. Tu vois. Par contre, les footballeurs. En revanche, dans la rue, tout le monde est tatoué. Ah ouais, par contre, les footballeurs. Gilles Maton, il est tatoué. Les influenceurs, partout, les ch'tis à Miami, là, ils sont tous tatoués, eux. Voilà. Donc, tu vois, est-ce que le fait de ne pas être tatoué, alors je ne vais pas non plus monter un mouvement no tattoo, hashtag no tattoo, tu vois, mais je suis content. Pour moi, le tatouage, c'était soit un truc, effectivement, de taulard, de pirate, de bagnard, et j'aime les tatouages, tu vois, il y a des gens qui ont des tatouages, c'est magnifique, c'est très très beau, c'est un art dément, quoi, le tatouage japonais, les tatouages traditionnels tahitiens, tu vois, c'est un truc c'est dément, mais moi, si tu veux, je me sentais pas légitime à aller chez un mec et à regarder un catalogue de trucs en me disant, ah, tiens, je veux bien, là, l'entre-là, autour du mollet, et puis... voilà, j'aurais pu me faire tatouer le nom de mon fils, tu vois, à la limite. Oui, mais bon. Même à l'époque, c'est quoi, il y a 20 ans c'était déjà à la mode. À partir du moment où c'est à la mode, de toute façon, l'intérêt se dissout, quoi. On est d'accord. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas un côté, je sais pas, mais Les tatouages de taulard russe. Ouais. J'ai des bouquins de tatouages de taulard russe. Il y a des trucs de ouf. Ah ouais. Ah ouais, c'est hyper bon. Mais même sur le visage parfois. Ah bon, oui. Ouais.
Mais il y a parfois un truc, on peut penser, les rockers, quand tout le monde avait les cheveux courts, le rock c'était d'avoir les cheveux longs. Après, quand tout le monde avait les cheveux longs, peut-être le rock ça a été d'avoir les cheveux courts. Tu vois ce que je veux dire? Quand tout le monde avait des pantalons, pas de def, le rock c'était d'avoir des trucs différents. Et au fur et à mesure de ce que font tout le monde, le rock c'est de faire l'inverse. Pourquoi pas? Je sais pas. Là, c'est sûr qu'il y a... Alors, dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une relation très étroite entre le rock and roll, la musique, et comme on disait depuis tout à l'heure, l'attitude et la mode, le style. C'est-à-dire que le rock, c'est aussi du style. C'est-à-dire que tu vois, tu montes pas sur scène quand tu es en rocker, en espèce de... Quoique, tu me diras, pourquoi pas, un espèce de jogging un peu dégueu. En canari jaune. Ouais, je sais pas. Mais bon, oui, c'est sûr que à chaque fois, il faut... On parlait tout à l'heure de David Bowie qui se réinventait, des Stones et tout ça, machin. Ça passe aussi vachement par un style de fringues vestimentaires et par la mode, par des créateurs, par des gens avec qui ils bossent. Le cuir noir, tu vois, bon, alors c'est du rock. Il suffit pas d'être en cuir noir pour être un rocker aussi, tu vois. C'est ça qui est cool. Les costards, enfin, oui, il y a plein de... Comment dire, l'histoire du rock'n'roll, elle est traversée par plein de mouvements, de trucs. Les punks, tu vois, quand ils ont débarqué, ils ont donné un grand coup de latte au Baba Cool, qui étaient des rockers aussi. Alors, il y a quand même j'avais été invité il n'y a pas très longtemps à parler justement de mode et de rock par une marque de jeans, de denim. Et effectivement, c'est vrai que le denim, il est quand même un peu partout. C'est-à-dire que le Baba Cool, il avait son jean, et le punk, qui lui a pété la gueule, il avait quand même un jean aussi. Tu vois? Et Bob Marley, il était en jean. Tu vois? Et il y a des trucs de James Brown, il est en jean aussi. Et voilà, donc bon. Oui, il y a Et puis, il y a un côté... ce qui est important aussi dans le rock, c'est de se faire remarquer. Tu vas débarquer dans une soirée, dans une fête, et que les mecs sont genre, wow, c'est qui ce mec? Tu vois, c'est pas de passer, on n'est pas là pour passer inaperçu. Donc c'est important aussi, tu vois. Mais d'ailleurs, Johnny, il a été même hippie à un moment. Il était en mode hippie et tout, et on a l'impression qu'il a fini rock. Il est passé par non, il a commencé rock. Il a commencé rock et il a fini rock. Bah, il a commencé rock, c'est-à-dire que... C'est ce que je veux dire. Il a toujours été rock. Enfin, peu importe le style, tu vois ce que je veux dire. C'est ce que tu sais. À la fin de la journée, c'est ce que tu mets dans ton comment dire, c'est ce que tu mets en danger de toi, ce que tu offres aux gens qui fait que tu es rock ou pas. Mais oui, alors, Johnny, au début de sa carrière, c'était dangereux. C'était interdit. Les flics interdisaient, les mairies interdisaient les concerts de Johnny, parce que la jeunesse allait s'encanailler, allait se pervertir dans cette espèce de musique de sauvage où ils se roulent par terre avec des blousons noirs. C'est pas possible. Quoi, la jeunesse? En 59, en 60, la jeunesse, c'est pas devenir ça. Le cauchemar, t'imagines que c'était pour les gens, pour l'établissement des gens, de voir leur monde de 16 piges aller se rouler par terre, se foutre sur la gueule à coups de chaîne de vélo. Tu vois, c'était quand même... Oui, mais Presley en France, on ne connaissait pas vraiment. C'était les échanges, oui, ça va commencer, si tu veux, mais c'était dangereux, quoi. Le rock'n'roll, c'était dangereux. À l'époque, il y avait Antoine contre Johnny, qui étaient les Baba Cool contre les rock. Oui. Antoine, ça n'a jamais été si dangereux, quoi. Mais ouais. J'ai reçu Antoine qui m'a dit, tu sais, moi, toute ma vie, encore aujourd'hui, j'ai été le grand concurrent de Johnny. Ouais. Bah oui, tu m'étonnes. C'est vrai qu'entre Atoll et Optic 2000, c'est à ce moment-là où il était peut-être le plus concurrent, ouais. Au niveau des opticiens, il y a eu une vraie concurrence, ouais. Oui, tout à fait. C'est comme Dick Rivers qui avait dit, la seule différence entre Johnny et moi, c'est que moi, j'ai rencontré Elvis Presley. Oui, c'est vrai. Je confirme.
Et alors, il y a des anecdotes, il faut qu'on raconte quand même, c'est marrant. Après un concert à Québec, c'était l'album Restez vivant avec une bande de bikers, vous allez vous balader et là, vous êtes arrêté avec de la drogue sur vous. C'est à New York, ça. Ah ouais? Ouais. Ok. Bon. Il n'y avait aucun lien avec Québec? Ah non, je suis pas allé en tour au Québec encore. Bah ouais. Mais je peux y retourner si tu veux. Alors, et vous deviez faire un concert à Épernay. Ouais. Et vous arrivez 2 heures avant. Même pas. 1 heure, ouais. Bah, tu veux quoi que je te raconte les histoires de drogués? Oh oui. Alors regarde, on va commencer par se faire un Oui, bah écoute, qu'est-ce que tu veux, voilà. Moi, j'étais avec un mec qui est très sympa, qui est un copain new-yorkais, qui était l'ingé son du groupe Public Enemy. Tu vois, des pionniers du rap. Kirk, je ne dirais pas son nom, excuse-moi. Donc, un mec super, très cool. Et puis, il m'emmène dans ce club qui s'appelle le Iridium Café, qui est sur la 57e, au-dessus de Times Square, et qui est l'endroit dans lequel jouait Les Paul. Les Paul, le fameux guitariste génie, inventeur de toutes les techniques d'enregistrement qu'on utilise, qu'on utilisait, on va dire, jusqu'à il y a encore une vingtaine d'années, et un mec extraordinaire. Donc en fait, c'est un club de jazz, et c'est dément. Et donc en fait, si tu veux, le groupe qui accompagnait Les Paul continuait à jouer tous les lundis soirs, je crois, et à chaque fois, il y a un invité. Moi, j'y vais, c'est Joe Walsh, le guitariste des Eagles. Enfin, un des guitaristes des Eagles. Et mon pote me dit, tiens, si tu veux, tu vas te faire un ride dans les chiottes. Donc je vais me faire un ride dans les chiottes, à la cool, et puis il y a un petit sachet de coke. On est sur Playboy TV, hein. Et il me lâche le petit sachet, et il me dit, voilà, venez, garde-la. Donc du coup, moi, tout content, je repars avec mon petit ride de coke. Et puis le lendemain, j'avais mon avion en fin de journée, et je pars dans Manhattan en vélo et tout, machin. Je vais à Harlem, je traverse Harlem. Et c'est cool, et je déjeune, et je prends mon vélo, et je fais genre la connerie de faire, je sais pas, 20 mètres sur le trottoir en vélo. Et là, je me fais arrêter par un keuf qui me dit « Ah là 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 là, vous n'avez pas le droit, tac, tac, tac. » Et le mec commence à me faire un pataquès, et moi, j'avais la coke dans la poche, je me chie dessus, et le pire réflexe de ma life, je jette la coke dehors. Et le mec il dit qu'est-ce que c'est? What's that? Ah! Et alors là, bim bim bim, le precinct de Harlem. Et genre, tu la jettes tôle. devant lui? Bah, j'essaie de voir pendant qu'il regardait mon passeport. En fait, le mec, il regarde mon passeport. J'essayais d'être discret. Mais j'étais débile. Il n'avait pas le droit de me fouiller, le mec, en plus. Genre, je lui gardais la coke. Tu vois, je veux dire, réflexe de débile. Bon. Et voilà, ciao. Et donc, du coup, et ça a duré, genre. Donc, du coup, le commissariat de Harlem. Et puis le dépôt, machin, à Chinatown, et la nuit, le truc, le machin. Ah oui, ils t'ont gardé la nuit. Ah, ils m'ont gardé la nuit, le lendemain, bidule. L'avocat, du coup, j'appelle mon pote, il me trouve un avocat, mais c'était les Sopranos, le cum, carrément, genre, laisse tomber. Et je finis par sortir, je sais pas combien d'heures après, genre, tu vois, et plus de 24 heures après, et le concert était le lendemain soir, quoi. Et je suis à New York, donc du coup j'arrive à trouver un vol qui me ramène à Paname, je repasse à Paname, je file pour aller à Épernay, je prends un train, j'arrive. Enfin, voilà. On se drogue moins qu'avant dans le rock. Hein? On se drogue moins qu'avant dans le rock. Il est tôt encore. Là. Mais c'est une question naïve, mais c'est devenu plus light qu'avant ou pas du tout, ou pire? Je sais pas. Moi, ça va, mais les autres, je sais pas, faudra leur demander. Non, est-ce qu'on se drogue moins qu'avant dans le rock? Je sais pas. Est-ce qu'on drogue moins qu'avant en général? Est-ce qu'on se drogue plus qu'avant en général? Je sais pas. Dans le rock, pas dans le rock. J'en sais rien. Est-ce que tu en connais qui se sont drogués
toute leur vie avec une espèce de discipline de la drogue, tu vois. Et Tu qui... parles de... Je pense à personne en particulier. Dans le classique, on se voit dans le classique. Ah, dans le ou pas classique, il y en a. Et, Ouais. qui maintiennent le truc, tu vois. Enfin, qui s'effondrent pas physiquement et qui ont, je sais pas, 50, 60. Ça dépend des ans. drogues que tu prends. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des drogues, il y a, comment dire, il y a l'héroïne, par exemple. Moi, je suis... Non, je pense plutôt à des excitants. Ouais, moi je suis assez fier de jamais avoir touché à l'héros, tu vois, jamais, 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 jamais. J'ai vu les dégâts quand j'étais enfant autour de moi, du truc, tu vois, donc l'héroïne, non, jamais. S'il s'agit de prendre un peu de MDMA de temps en temps, ou de faire un rail de coke, machin, où tu mets des joints, bon, à mon avis, on se drogue. Alors peut-être on se drogue moins dans le rock'n'roll que dans la finance, ou dans d'autres milieux, peut-être dans le... J'ai l'impression qu'avant, on se droguait le plus dans le rock, et maintenant, finalement, les autres se droguent plus que les rockers, vous voyez? C'est pour essayer de faire comme nous. Ouais. Les autres, quand tu dis les autres. Non, mais tu vois, les mecs de la vie de tous les jours, les financiers, les avocats. Maintenant, ce qui est fou, c'est que. Non, les serveurs de resto, il paraît que c'est des gros toxiques. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire. Les restaurants. Tous les restaurateurs sont Genre câblés. les vieux gars de les brasseries, Ouais, quoi. ouais. Il est quand même un peu genre garçon. Les cuisiniers, ouais, ils sont tous à la Ouais, coke. ouais, mais il faut tenir le rythme en même temps, tu vois ce que je veux dire. C'est. Ouais, non, c'est fou, oui, maintenant, c'est. Finalement, presque le vrai rocker, ça va être celui qui se drogue pas, comme tout le monde se drogue. Ça va être Mick Jagger, quoi, qui arrête de boire. Ouais. Pas de tatouage, pas de drogue, pas de. On va se faire chier. Tiens, tu veux pas me faire tatouer direct? Parce qu'à partir d'un certain âge, quand même, il y a une discipline de vie, quoi. Non, mais il y a toujours eu, de toute façon. Il y a toujours eu, chez les musiciens, et que ce soit dans le rock ou ailleurs, plein de profils différents. Chacun vit le truc différemment, tu vois. Il y en a qui sont défoncés, il y en a qui ne sont jamais défoncés, il y en a qui. C'est pas le propos. Le propos, c'est ce que tu proposes aux gens, ce que tu crées, comment tu es sur scène, tu vois. Je veux dire, si. Voilà. Si ça te fait du mal de te défoncer, bah arrête. Si ça, au contraire. Je pense qu'on a surtout cette image-là à cause des années 70, où peut-être à l'époque, ça prenait davantage. Des mecs comme les Zeppelin ou tous les groupes anglo-saxons des années 70 racontent leur trip sous Ouais. acide. Oui. Moi, par exemple, je sais que j'ai toujours eu un peu la trouille du trip d'acide ou de champignons trop fort, quoi. Pour de rester perché. Ouais, j'en ai connu, et puis peut-être que je suis pas assez sûr de moi, ou peut-être j'ai des trucs à régler. Peut-être que je fasse une analyse avant. T'as peur de les régler? Oui, carrément, ouais. Tu veux pas les régler? Oh putain, merde. Merde, tu peux névroser. Non, je sais pas, mais oui. C'est bon. Sinon. Bah écoutez, on a fait le tour. Et la musique classique un peu alors. Ça m'intéresse, on voulait parler de musique. On avait parlé Alors, pour conclure. de création, de musique, tout ça. On a parlé que de Johnny. Oh, mais on est très Il nous beau. reste une heure. On fait une heure sur Qui la pose des musique. questions intelligentes. Faites une pause? On fait une pause? Non, mais parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est. Donc, toi, Jules, comment t'en es arrivé à être compositeur? Quand t'étais môme, tu écoutais de la musique classique ou t'écoutais effectivement les Mes Beatles? parents sont pas mélomanes en fait, donc moi on m'a mis au piano quand j'avais 7 ans pour m'occuper le mercredi. Ça faisait partie d'un. Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait partie de l'occupation. Ouais, ok, comme voilà, fils aussi, ouais. pour le mercredi après-midi, et puis ça a pris quoi. Ça t'a plu, quoi, ouais. Ça m'a plu. Et Et puis est-ce que quand le prof était parti, tu restais derrière le piano pour continuer à. je restais toute la nuit. Ah ouais? Non, j'étais assez feignant en fait, petit. C'est venu plus tard, c'est venu à partir de 10 ans. Et puis j'ai commencé à écouter de la musique contemporaine, et puis j'ai encore une fois, j'ai Et écouté. môme, t'écoutais de la musique contemporaine? Musique contemporaine, c'est venu vers 15-16 ans, je dirais. Non, j'écoutais. Mais c'est quoi, pour faire le mariole par rapport à tes potes, t'écoutais. Je sais même plus. Pour Je sais exister, même plus pour comment être c'est un peu venu. indé. Non, en fait, moi je partais pour faire une carrière de pianiste, si tu veux, et au bout d'un moment, Mais tout de suite, quand t'as commencé le piano, t'as sorti qu'il y avait un. c'est venu vers 10, j'ai commencé le piano à 7 ans, c'est venu vers 10-12 ans. Vers 10-12 ans, j'ai commencé à improviser. Voilà, c'est ça. Mais t'avais quand même
des skills, tu avais un talent, tu sentais que... Ouais. Quand j'ai eu 10 ans, ça a été évident. Je suis allé voir un prof russe. Tu passais genre 3-4 heures de piano par jour? Ouais, disons peut-être pas 3-4 heures, peut-être 2-3 heures, mais... Ah, t'es pas un vrai. Pas un vrai pianiste concertiste. C'est pour ça que je suis devenu compositeur d'ailleurs. Je suis un trop mauvais pianiste. Non, le solfège, tout ça, ça te dépêché. Non, j'ai réglé ça hyper vite. T'as pas fait le conservatoire? J'ai fait Juilliard. J'ai fait Juilliard. Juilliard School. J'ai fait conservatoire. Enfin, j'ai fait le CNR en piano, donc j'étais à Madrid. Et puis après, j'ai fait Juilliard School. Et vers 16 ans, ouais, j'ai commencé à écouter Schnittke, j'ai commencé à écouter Lutosławski, des mecs comme ça, tu vois, Berlioz. Et puis, ça m'a plu, quoi. Berlioz, pas Berlioz. Non, Berlioz. Ah non, pas Berlioz. Berlioz. Tu connais peut-être. C'est une question que je voulais te poser d'ailleurs. Est-ce que tu as écouté de la musique contemporaine dans ta vie? Très peu. Parce qu'on dirait, hein, certaines chansons de FFF ou même ouais, mais... des albums solo, il y a des trucs vraiment barrés qui font penser à certaines pièces d'avant-garde des années 60, tu vois, d'orchestre. Comme compositeur, qu'est-ce que tu... Moi, alors qui suis néophyte en musique contemporaine, qu'est-ce que tu me conseillerais? Je citais Berlioz, je citais Lutosławski aussi. Hein. C'est surtout, t'as des harmonies qui sont hyper... basique, quoi. Non, c'est pas vrai, t'as des tritons, tu vas vers des trucs qui disent. Tritons. J'ai des tritons. Le prochain tatouage. T'as les septièmes diminués parallèles. Je t'envoie l'analyse. Je t'ai analysé tout ça, je t'envoie ça demain. Putain, je vais la péter là. Mais en même temps. Marre, tu vas leur dire, les gars, j'ai des tritons et des septièmes diminués par. Mais non, mais en fait, si tu me dis que tu as écouté peu de musique contemporaine, ou peut-être peu de musique classique, c'est que tu as été influencé par des rockers qui, eux, ont écouté de la musique contemporaine. Oui, sûrement. Tu citais Bowie, à commencer par Bowie. Bien sûr. Et, non, alors, moi, j'ai pu écouter Pierre Henry, par exemple. Tu vois, ouais. Plus de la musique un peu. C'est brutiste, Pierre Henry. Ouais, pionnier de la musique électronique. C'est rock. Effectivement, ouais, c'est rock. Bien sûr. Dire qu'électronique. Peut-être que la musique contemporaine se meurt de son absence d'esprit rock, d'ailleurs. C'est une discussion qu'on a eue. Et qui sont, par exemple, pour toi, aujourd'hui, tes concurrents dans les compositeurs, on va dire, de ta génération, mondiaux, hein, dans ma génération. Est-ce que tu sens qu'il y a un renouveau, il y a un truc qui se passe qui est intéressant? On va être très négatif si tu me poses cette question. Non, honnêtement, c'est en train de s'effondrer totalement. Mais c'est quoi? C'est foutu. On est en train de vivre un effondrement. En plus, il y a des politiques discriminatoires vis-à-vis des mâles blancs, si tu veux, qui est absolument terrifiant. Les orchestres ne passent plus commande qu'à des femmes ou à des minorités, mais c'est la vérité. Mais est-ce qu'il n'y a pas du talent chez les femmes et les minorités? Si, il y en a, mais il y en a au moins autant que chez les autres. Putain, il est 1h32, tu sais, on n'avait pas besoin de faire de coupe. Tu voulais vraiment qu'on m'oblige à faire du montage pour couper des trucs. Non, regarde ça. Tu le mec dérape complètement. Coupe, là, on a une vraie discussion. Jules a largué les amarres totalement. Moi, j'ai beaucoup de copains, tous les gens dans ma génération aujourd'hui sont désespérés pour cette raison-là. Mais est-ce qu'il y a un public déjà pour la musique contemporaine? Est-ce que les concerts... Non, très peu. En fait, on cale les pièces de musique contemporaine dans les concerts de musique classique au début pour les imposer au public. C'est un peu ce que fait aussi mon pote Thibaut Covin. Ouais. Son père est compositeur qui fait de la musique contemporaine, ouais. Il écrit des pièces aussi, son frère aussi. Et effectivement, c'est vrai qu'entre deux trucs de bac et tout, il place une pièce un peu plus risquée, un peu plus barrée. Parce que le public reste quand même malgré tout assez bourgeois et le public n'a pas envie de s'aventurer ailleurs. Et c'est aussi pour ça que je suis admiratif du monde du rock ou du monde, du monde qui n'est pas celui de la musique classique ou contemporaine. Parce qu'il y a un véritable public, ouais, le jazz, bien sûr. Je me souviens d'une vidéo que j'avais vue avec Johnny Greenwood, qui est un compositeur que j'adore, qui est le mec de Radiohead. Et il avait fait venir Penderecki, compositeur polonais, je ne sais pas si tu le situes. D'avant-garde, avec des choses très très belles. Et il avait fait jouer avec son orchestre une pièce de Penderecki. Tu avais un public rock qui était là et qui écoutait la pièce, mais comme ils auraient écouté Radiohead, c'est-à-dire de manière profondément vivante. Et c'est de ça aussi, je pense, dont meurt le milieu classique et le milieu de la musique contemporaine. C'est-à-dire que les gens ne sont pas impliqués. Quoi, tu vois, tu disais tout à l'heure, le public sait faire l'amour avec lui. Ça manque. Ça manque
là d'où je viens. Donc j'avais Et dit est-ce que ça a marché à un moment à la musique contemporaine? Est-ce que tu crois du temps de Ravel, ouais, non, plus rien, bien sûr. Ravel, c'est la musique contemporaine? Non, mais du temps de Ravel. Du temps de Oui, Ravel, enfin, la oui. musique contemporaine. Mais, par exemple, Boulez, comme Stockhausen, je sais pas quoi. Ouais, il y avait ça, une aura. Moi, je pense que personne n'a jamais vraiment aimé cette musique sur un plan charnel et vital, tu vois. Mais il y avait une aura. Les mecs étaient des stars, on allait les voir, tu vois. Ouais. Mais c'était, je pense, plus pour les personnalités et pour leur théorie et pour leur radicalité que pour la musique en tant que telle. Enfin, je crois. Moi, je suis pas fanatique. Possible. Je voulais. Comment? Possible. Moi, j'y connais rien. Mais... Après, non. Tu vois, parce que moi, quand j'ai écouté tes morceaux, franchement, j'étais bluffé. Mais je te le cache pas que j'étais en même temps bluffé, en même temps largué. Ah, tu vois, le truc est... Parce que toi-même, t'en parlais, tu m'as envoyé un interview que tu avais fait où tu critiquais, où tu aimais certains compositeurs, que celui-là c'est bien, l'autre c'est moins bien, puis l'autre machin, bidule. Moi, j'avais pas les clés, tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est comme toi quand tu parles, des... Parce que franchement, tu es capable de... Non, mais tu parles de tel guitariste que tu as la discussion que tu as avec Johnny, que tu as relaté tout à l'heure. Je connais aucun nom que tu cites, tu vois. Après, voilà, c'est une fois que tu baignes dans les milieux, que tu fouilles un peu. Ce que tu viens de dire, c'est que tu connaissais pas les noms que je citais, c'est ça? Je connaissais pas les noms, et du coup, mais je veux dire, c'est que je sais même pas... Moi, ma seule sensation, c'est est-ce que ça me touche, ou ça me fait bander, ou je me dis, voilà, putain, ouais, il y a un truc qui se passe de ouf. C'est comme ça qu'il faut aller vers la musique. Voilà. C'est comme ça. Mais vraiment, des fois, que c'est trop barré. Trop barré ou trop intello? Parce que la FFF, c'est barré, hein. Sacrément barré. Ouais. Ah. Alors, peut-être un peu trop. Oui. C'est barré, puis c'est drôle. Oui, Non, mais c'est délirant. C'est délirant. C'est très différent du rock dépressif de l'époque, d'ailleurs, parce que c'est les années 90. Hein. Alors, moi, je suis pas pour le rock dépressif. Ouais. On peut continuer, mais moi, j'ai nous cette interpartie. Là, les mecs, ils ont zappé. Les boys, ils de s'endormir. Alors, Moi, à l'époque, j'écoutais surtout, j'écoutais après, mais le rock de l'époque, Nirvana, ou des choses comme Radiohead, ou Jeff Buckley. Radiohead, ça m'emmerde. Ah ouais. Radiohead, ça m'emmerde. Il y a 2-3 albums qui sont Ah, exceptionnels. il pleut, mec. Ouais, mais il y a OK Computer, il pleut, c'est pas mal. C'est du quoi? Il pleut? Ah ouais, il pleut. Ouais, je suis d'accord. Ah, ça va. J'ai écouté ça, j'étais adolescent, tu vois, j'étais en même état Ramène-moi d'esprit. un Bob Marley. J'écoutais News aussi. Lui, c'est un tueur, ce mec. Moi, ça m'emmerde aussi News, mais alors je suis allé les voir en concert il n'y a pas longtemps, et le mec a un level. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Entraîné classiquement, d'ailleurs. Oui, exactement. Ça s'entend. Ouais, bien sûr. Tu vois, dans la manière dont il est. Comme David Bowie, d'ailleurs, Ouais, ça ouais. s'entend, je trouve. On entend les Oui, regards. oui, il a fait du classique, tu crois, avant. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais, Mais peut-être pas au niveau du mec de. peut-être pas Mathieu. Mathieu Bellamy. machin. Parce que là, franchement, ça s'entend, tu le mets au piano et tout le truc. Hein. Bon. Non, le problème de la musique, contemporaine, c'est son cérébralisme, quoi. C'est le fait que ce soit beaucoup trop intello. Enfin, beaucoup trop intello. Oui, mais alors, tu vois, on en revient un petit peu à la qui se coupe discussion. de la chair. Ouais, quoi. on en revient un petit peu à la discussion qu'on avait sur le rock, qui peut être fait par des jeunes aujourd'hui, mais qui est un rock pour moi, comment dire, rétro et puis rétrograde même. Tu vois, si tu veux refaire du Led Zeppelin aujourd'hui, on s'en fout. Ce qui était intéressant sur Led Zeppelin, c'est que quand ils ont débarqué, c'était un nouveau truc. Et moi, j'ai ce fantasme et cette espèce de recherche que j'essaie de faire. Si on peut y arriver, Jack White, un des rares mecs, c'est comment renouveler le rock'n'roll aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut faire du rock'n'roll aujourd'hui qui soit moderne, qui soit intelligent et qui soit nouveau. soit le rock'n'roll du futur, tu vois. Alors, je pense pas que ce soit à moi, avec mes 50 et plus balais, de le faire, mais j'ai hâte de tomber sur le prochain Kurt Cobain, le prochain, tu vois, Jimi Hendrix, le prochain mec qui, effectivement, du haut de ses 17-20 piges, va prendre comment dire, cette matrice qu'est le rock'n'roll et pour l'amener ailleurs, quoi. Comment, tu vois, et là, parce que ce sera un mec qui devra, mais comme dans la musique contemporaine, être une éponge vis-à-vis de tout ce qui complètement. entoure, tu vois. Complètement. Mais si tu veux, ça manque.
Il y a des groupes de rock qui sont intéressants, il y a des groupes de rock qui font avancer les trucs, tu vois, il y a des groupes en Angleterre, Idols, il y a Jack White, il y a des mecs qui vont vers l'avant, tu vois, mais à partir du moment où une musique, elle va plus vers l'avant, mais où elle va vers l'arrière, c'est que c'est un peu le problème du jazz aussi, si tu veux, il y a des très bons mecs qui font du jazz des années 50 aujourd'hui. Le gros du jazz aujourd'hui est hyper conservateur. Oui, il revient en arrière, tu vois, l'histoire d'une musique. L'album de Monk de Gillespie, c'est. Oui, exactement. L'histoire du. Miles, il allait vers l'avant. La musique, il faut. Enfin, je veux dire, il faut qu'elle aille vers l'avant, il faut qu'elle déchiffre de nouveaux territoires, il faut qu'elle aille chercher des nouvelles inspirations, des nouveaux trucs, des nouveaux sons, des trucs qu'on n'a jamais entendus. La musique électronique a fait ça à un moment. Ouais, effectivement, c'est vrai que l'électro, même le hip-hop, tu vois, ça a pu faire ça. Mais là, ça stagne un peu. Hein? Oui, mais on s'en fout que ce soit stagne harmoniquement, tu vois ce que je veux dire. Non, je dis faible, c'est faible, quoi. Mais oui, mais alors c'est pas. Si ça propose d'autres. Il y a d'autres paramètres. Daft Punk, excuse-moi. Ah oui, Daft Punk. Daft Punk, c'est pas du tout faible. Tu vois, Air, machin. Et d'ailleurs, tu sais, nous, en tant que. C'est là où on est bon, les Français, tu vois. On est bon, on a toujours été bon pour faire danser les gens, je sais pas pourquoi. Alors qu'on n'est pas des gens qui dansent plus que ça, mais on a fait du très bon disco dans les années 70-80 et on a été les champions du monde de la musique électronique, que ce soit Justice, Air, Daft Punk, du Guetta à un autre niveau et tout ça. Enfin, tu connais les jeunes, les mecs qui font de l'électro, des types comme Polo Pan, oui, bien sûr, ouais. L'Impératrice, tout ça. L'Impératrice, c'est moins de l'électro, je dirais. C'est plus une espèce de funk, un peu pop, ouais. C'est pas mal, c'est bien foutu, ouais, c'est cool. Et donc ça marche bien, C'est une bonne vitrine sur à l'international. Moi, quand j'étais môme, quand j'allais en Angleterre ou aux États-Unis, que je disais que j'étais français, que je faisais du rock, je passais pour un Roumain, quoi. C'était genre, il fait du rock, il est français. Il fait de la musique. Tu vois, alors que là, maintenant, aujourd'hui, tu vas aux États-Unis, tu es français, tu fais de la musique. Ah, wow, my God, putain, I love you, just Imperatrice, it's so great. Ah oui, grâce à Justice et à l'Impératrice. Oui, enfin, tout ce qui s'est passé, tu vois, il y a quand même maintenant, on a une vraie empreinte sur la. Et ça a changé en 20 ans, quoi. Ouais, carrément, ouais. C'est-à-dire que dans les festivals internationaux, on est passé tout en bas de l'affiche à un peu en haut, tu vois, grâce à. Et puis grâce aussi, tu vois, à, je sais pas quoi, à David Guetta, à DJ Snake, à des mecs comme ça, enfin, de la musique électronique qui fait danser les gens. On n'a jamais été très bon au rock'n'roll, à l'international. Et comment t'expliques ça? C'est juste les paroles? Parce que, non, je pense que le rock'n'roll en soi est une musique alors comment justifier le truc, j'allais me planter parce qu'après déjà je pense que c'est une musique qui est foncièrement anglo-saxonne, effectivement par la langue et tout. Alors on a réussi à faire du rock en français qui ne s'est pas exporté, mais on a réussi. Mon sentiment que c'est quand même vachement maintenant. Ouais, c'est un peu comme des mecs qui feraient je sais pas quoi de la bossa nova en tchèque, tu vois. Pourquoi pas? Ouais, et pourtant, t'écoutes les Rita Mitsuko, il n'y a aucun problème. Ah ouais, c'est dément, les Rita Mitsuko. Mais c'est exporté, les Rita Mitsuko? Je crois pas. Pas sûr. Je crois pas, justement. Non. Le téléphone, pareil, c'était super, tu vois, mais il y a un truc, effectivement, peut-être lié à la langue, peut-être... Ils ont cette science, on parlait des groupes depuis tout à l'heure. J'avais été invité par un groupe anglais qui s'appelle The Struts à faire un guest avec eux à un concert, et j'amène mon môme. Et il avait genre peut-être 12-13 ans à l'époque, et mon môme il a grandi sur scène. C'est-à-dire que mon môme il fait pas de la musique, mais si tu veux, depuis qu'il est gamin, il est dans des loges, que ce soit de FFF, de Johnny, de trucs. Il a vu des millions de concerts de groupes. Il connaît par cœur le truc. Et je l'amène et on fait le concert. Et les Struts, c'est pas dément la musique, mais les mecs, ils sont lockés comme ça. C'est-à-dire que le groupe, un par un, c'est pas forcément des brutes, mais quand ils jouent ensemble, putain, il y a putain de trucs qui se passent. Et mon con gamin, il me dit,
Ah, ils sont meilleurs que vous, les Anglais, quand même. Il a 12 ans. Je vais lui foutre une claque. Putain, enfoiré, ta gueule. Tu vois, et le mec, il a senti ça, sorti de nulle part, parce qu'effectivement, il y a cette espèce de truc C'est vrai que les gens de, tu vois, ça loque. Ils sont, je sais pas, il y a une science, d'où ça vient, peut-être du... Moi là, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que ça vient des villes horizontales. Vas-y. Il n'y a pas d'étage en Angleterre. Tu vois, donc chacun a sa petite maison, chacun a son truc. Il y a beaucoup moins de t'habites pas au 4e, tu vois, t'as pas des voisins pour faire chier. Donc du coup, tout le monde a sa petite maison, tout le monde a son petit garage, aux States aussi, et tout le monde, du coup, peut répéter sans faire chier les voisins plus facilement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, du coup, ils ont ce truc où môme, dans la banlieue de Sheffield, de Leeds ou de je sais pas quoi, de Southampton, et ben c'est plus facile de se retrouver dans la cave du copain ou dans le garage pour répéter, jouer ensemble, sans faire chier madame machin du 3e et monsieur Bidu de l'étage en dessous. Je pensais à un jour, je discutais avec Pavo Jarvi qui a dirigé l'orchestre de Paris longtemps, et il disait l'orchestre, c'est que des individus absolument formidables, mais au niveau de la cohésion, ben, ce ne sera jamais au niveau, là, en l'occurrence, si c'était Berlin ou Londres ou New York, peut-être pour les mêmes raisons. Alors pour le classique, oui, alors peut-être que pour le classique c'est différent, peut-être que c'est lié aussi à peut-être un... Là maintenant, la diffusion devient vraiment intéressante, hein, je suis désolé. On va couper tout le reste, on a démarré là. Plus on avance dans l'émission, ça commençait de façon un peu beau, Johnny, les souvenirs. Et là, les gens qui se sont accrochés, on les a et là, faut changer les guitares. Non, ça baisse. On est sur baisse là. Non, mais plutôt sur Playboy. Tu peux mettre une partie sur baisse, ça tu mets. Voilà, ça c'est sur Best. Non, ça c'est sur Playboy, ça, comme ça, beaucoup plus sexy. Et peut-être qu'il y a un individualisme chez les artistes français, peut-être. Individualisme, je sais pas, mais. Non, mais c'est-à-dire un truc de, ok, je peux être très très bon, mais au niveau du travail d'équipe, c'est moi là. Ouais. Possible. C'est compliqué les orchestres classiques à gérer, c'est un enfer. T'as beaucoup bossé avec des... Non, je te dis, j'ai fait un truc. Avec Cannes? Hein? Tu avais fait un truc avec Cannes? Oui, j'ai fait un truc avec Thibaut, là, avec l'orchestre de Cannes. Et franchement, c'était... J'avais bossé avec des musiciens classiques, mais si tu veux, qui étaient plus au service d'un environnement pop. C'est-à-dire que j'avais enregistré des sessions de corps, avec les mecs sur des chansons, tu vois, pour des disques et tout ça. Ouais. Voilà. Mais là, me retrouver vraiment plongé dans cet univers, tu vois, puis même... avec tout un milieu, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait l'agent classique de Thibaut, il y avait le mec chef d'orchestre qui discutait politiquement de l'autre mec qui avait été nommé à la tête de tel orchestre et que c'était une bonne idée, mais que tel soliste allait partir pour aller à un côté un peu mercato presque. Tu vois? Ouais. Ça m'a fait penser un petit peu à des clubs de foot, tu vois, un truc un peu... et c'était quand même hyper intéressant, justement, Mais les gens hallucinent quand les gens n'ont pas idée de ce milieu et du pognon qu'il y a, donc forcément des manœuvres, de tout ce que tu dis. Et une autre chose, j'imagine que les gens sont absolument moraux et sont absolument merveilleux parce qu'ils jouent de la très très belle musique. Alors que c'est un panier de crâne absolument abominable. Le milieu classique. Non, mais laisse tomber, les mecs qui se tirent dans les pattes, grave. Mais pire qu'ailleurs. Parce qu'il y a de l'argent, mais il y a beaucoup de crève à la fin aussi. Et cela. Oui, et puis comment tu te retrouves du fond du pupitre à venir de plus en plus devant toi? Ça, c'est des manœuvres. C'est ouais. Je te mets un petit laxatif dans ton déj. T'as raté la répète. Ah ben, je le remplace, tu vois. Enfin, ouais. Moi, les orchestres, j'ai beaucoup travaillé avec des orchestres. Ça se passe bien en général, mais j'aimerais pas. Il y a un autre truc aussi qui m'interpelle à chaque fois, qui est intéressant, c'est le chef d'orchestre. Il est dos au public. Ouais. À l'époque, il faisait face au public. Qui à l'époque? 17e, 18e. Face au public, donc. Il faudrait regarder. Ouais, il faisait face au public, puis il tapait comme ça avec un bâton. Un gros bâton. Le bâton s'est réduit et il est dos au public. Je trouve ça assez beau en même temps. C'est hyper beau, les mouvements, cette petite baguette là.
elle est démente. Tu vois, franchement, non mais comment tu vois, tu veux dire, la puissance du truc, il y a un côté un peu Harry Potter dans le truc, comment un mec. Direction des. Ça, et puis tu vois, effectivement. Direction des grands chefs, là, pour le coup. Ouais. Là c'est pas l'amour au public, c'est l'amour à l'orchestre. Ouais. Ça doit être dément comment, effectivement, le même orchestre d'un chef à un autre ne va pas interpréter pareil. Ouais. Le truc, c'est scientifique. Et puis le mec, moi, il y a un truc qui me fascine, c'est la musique écrite. Toi, tu lis ou pas? Non, rien du tout. Que dalle. Tu donnes une partoche, je rentre chez moi, si on écrit un truc je reviens dans 2-3 jours et je te dis, c'est au clair de la lune, mec. Non, mais et si on veut que tu joues quelque chose, on le joue en fait. On le joue, tu m'expliques, ou tu m'envoies les grilles. D'accord, les grilles, ouais. Bon, mais ou sinon tu me montres le truc, tu m'envoies un petit mémo. Mais il m'est souvent arrivé de me retrouver dans le métro ou dans un café à côté de quelqu'un qui lit une partition et qui entend la musique. Ça, c'est fantastique. C'est quand même dément. De savoir à partir d'un. Tu vois. Écoute, on est entraîné depuis le départ. Oui, mais c'est dément ça. Tu vois, c'est fantastique. Parce que la musique à la base, quand même, mine de rien, pour de vrai, c'est quoi? C'est juste de l'air qui se déplace. Quelle que soit la musique. C'est de l'air qui se déplace. C'est-à-dire que le tambour, le violon, la harpe, le machin, la guitare électrique va faire vibrer des membranes, des trucs et des machins qui vont se répercuter, vont faire vibrer l'air. Ça, c'est quand même magnifique. C'est très très beau. Rien que ça, c'est magnifique comme concept, tu vois. C'est juste de l'air qui se déplace et qui va venir rentrer, tu vois, faire vibrer ton petit tympan et va te proposer des émotions, quoi. Sauf que la musique écrite bypass complètement l'air. Bah, la musique écrite est des... Non, mais je veux dire, le mec qui arrive à kiffer, tu vois, Ah oui. Tu vois, il n'y a même plus d'air qui se déplace, c'est un autre délire. Je sais pas si... Le plaisir est un télo quand même, hein, quand on lit des partitions. C'est-à-dire, c'est pas la même chose c'est pas la même chose que quand on les écoute. Il y a eu beaucoup de types dans le métro, genre qui avaient l'air de jouir en lisant Jouir, je sais pas, c'était dans le métro, mais... Les mecs se tenaient. On peut plus jouir dans le métro. Oui, peut-être, ouais. Après, peut-être qu'il y a des mecs, hein, je sais pas. Mais puis il y a des mecs qui ont des oreilles meilleures que les miennes. Ouais. Notamment des mecs qui... Parce que moi, mes parents n'étaient pas mélomanes, donc moi j'ai une bonne oreille, c'est-à-dire je fais une partition, je l'entends. Mais il y a des mecs, ils l'entendent plus, quoi. Ils l'entendent mieux que s'ils entendaient une interprétation de carrière. Peut-être que ceux-là, en effet, peut-être que c'est ceux-là que tu as vu dans le métro. Moi, je connaissais un mec qui avait l'oreille absolue et qui était effectivement pianiste et je sais plus quoi, machin. Je sais plus où il jouait. Et en fait, le problème avec l'oreille absolue, c'est que c'était presque un handicap. Oui, tu peux. En fait, de tout entendre, peut-être. Ouais. C'est-à-dire qu'il était là. On voit défiler la partition. Ouais. Et il écoutait des trucs, il était là, un peu comme certains techniciens du cinéma, quand ils vont au cinéma, le mec, il va voir les lumières, quoi. D'accord, il a mis une lumière comme ça, il a éclairé ça comme ça, ou le montage, tu vois, et donc le mec, effectivement, était là, genre, c'est relou, parce que, alors quand il était très fatigué, ou complètement défoncé, peut-être il pouvait écouter des trucs, mais sinon, c'était genre, d'accord, à ce mineur, c'est bon, il va mettre un phare derrière, et donc 80% de la musique qu'il entendait l'ennuyait gravement, parce que tu vois, il savait... Une tristesse. Ah ouais. Ce que tu racontes. Oui, c'est vrai. J'avais pas ce problème. C'était un handicap, Je suis moins bon que lui. Oui, non, mais... Un handicap, quoi, Et puis même dans le... alors là, non, il n'y a pas de son contre lui. Ça, c'est un bémol. Voilà. Si. Voilà. Les mecs, tout était traduit par... C'était un peu compliqué, je pense, ça, live. On conclut? On conclut. Comment... Déjà? Ok. Écoutez, merci beaucoup. Et à propos, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Merci beaucoup, Jules Maton, de nous avoir reçus chez toi. Merci beaucoup à tous. Salut et fraternité.